Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Philippe Guillemotto et je suis le vice-président de l'Université populaire. Et avant de démarrer cette soirée, on a un certain nombre d'informations à donner. Voilà, première chose, on le fait à chaque fois, mais comme il y a des gens différents, on rappelle un petit peu ce que c'est que l'Université populaire. L'Université populaire du Niortais, c'est une association d'éducation populaire qui propose un espace de rencontre et de partage de connaissances dans un esprit d'écoute et de tolérance. On a quelques missions qu'on a identifiées, que vous pouvez voir peut-être, mais peut-être pas très distinctement derrière moi. Diffuser les savoirs, développer l'esprit critique et donner les éléments pour comprendre. Ces valeurs-là sont celles en général des associations d'éducation populaire et nous sommes connectés à un réseau national, à une fédération nationale des associations d'éducation populaire. Alors, localement, notre fonctionnement privilégie un certain nombre de principes. Le premier, c'est la gratuité de tout ce que l'on fait. Le second principe, c'est de nous appuyer dans la mesure du possible sur des intervenants locaux qui sont bénévoles, tout le temps d'ailleurs, je vais dire la plupart du temps, mais non, tout le temps. Et puis un autre élément important dans notre manière de fonctionner, c'est que nous sommes des nomades, c'est-à-dire nous n'avons pas de lieu et nous travaillons en partenariat avec différentes autres associations et nous sommes très souvent hébergés, entre guillemets, par des centres socioculturels ou l'université du Niortais. Et puis, bien, depuis quelques mois, nous sommes sur un nomadisme complet, puisque depuis la deuxième pandémie, nous avons suspendu nos activités en présentiel, et pour cause, et nous sommes passés, depuis le début de l'année, au virtuel. Et nous sommes très fiers d'avoir réussi à organiser 7 actions depuis le début de l'année 21, et celle-ci est la 7e. Et voilà, c'est des choses qu'on n'avait jamais fait avant 2021. Ces actions, une petite information importante, lors de notre dernière action, nous avons subi, alors je ne sais pas comment on dit, une agression sans doute, une agression malveillante qui nous a amené à suspendre, à couper la table ronde qui était en animation et à la reprendre quelques minutes après. Nous avons récupéré l'essentiel des participants. Donc, si par hasard il se passait quelque chose du même genre ce soir, ce qui n'est pas souhaitable, nous ferions sans doute la même chose, c'est-à-dire que nous suspendrions, nous arrêterions la connexion et nous la rouvrirons quelques minutes plus tard. Et à ce moment-là, vous pouvez vous reconnecter aussitôt. Bon, ce qu'il faut préciser, c'est que nous n'étions pas la cible de cette agression. C'était du billard à plusieurs bandes, mais c'est tombé sur nous. Voilà. Quelques conseils pour l'intervention maintenant, pour la soirée, pour la conférence de Dominique Aymon. Nous allons vous demander de couper les micros et les caméras pendant l'intervention, mais bien sûr, à la fin, il y aura un système d'échange de questions-réponses. Et là, bien sûr, on rouvrira les micros, les caméras si vous le souhaitez, en fonction. Pourquoi demander la coupure des caméras? Ça, c'est un peu comme vous le souhaitez, mais ça permet d'économiser de la connexion, voilà, tout simplement, et le matériel fonctionne mieux, voilà, parce qu'on tire moins dessus. Vous pouvez néanmoins poser des questions pendant l'intervention de Dominique Aymon. Vous disposez pour cela, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Zoom, le logiciel que nous utilisons ce soir, d'une case en bas, dans la ligne qu'il y a en bas de votre écran, qui s'appelle « Discussion ». Si vous cliquez sur « Discussion », ça va ouvrir sur la droite de votre écran une colonne « Discussion » et là, vous pourrez poser vos questions. Et Christian Marcillac, président de l'Université populaire, relaiera au fur et à mesure de la soirée, au fil de l'intervention, relaiera vos questionnements auprès de Dominique Aymon. J'espère qu'on pourra discuter un petit peu à la fin tous ensemble. Voilà.
Enfin, dernière information, nous procédons à l'enregistrement de cette conférence que vous pourrez trouver dans quelques jours sur le site de l'Université populaire du Niortais. Et quand nous faisons la diffusion, nous coupons les questions à la fin, parce que autant Dominique Aymon nous a donné son accord pour enregistrer la conférence et la rediffuser après, autant on ne va pas demander à tous les participants leur accord. Voilà. Donc, nous coupons la partie question finale. On va maintenant passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à cette conférence sur l'hydrogène. Et avant de passer la parole à Dominique, qui doit se dire, mais il va bientôt arrêter de parler, lui, je vais quand même vous dire pourquoi nous avons organisé cette conférence. L'hydrogène, en ce moment, on en parle partout, c'est-à-dire on voit ça dans les journaux, on voit ça à la télé. Il y a des plans de financement public qui fleurissent un petit peu partout, mais on ne nous dit pas de quoi il s'agit. Et bon, en gros, à peu près tout le monde sait qu'il s'agit d'un gaz, mais si je prends mon cas personnel, c'est un gaz, est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il faut le fabriquer? Enfin bon, en préparant cette conférence avec Dominique, j'ai quand même déjà quelques idées, mais je veux dire, au départ, je ne savais pas des choses comme ça. Moi, je n'ai pas fait d'études scientifiques, je n'ai pas fait d'études sur la physique et la chimie à l'école, donc ces trucs-là, je ne savais pas. J'ai dit un truc qui avait beaucoup fait rire Dominique quand on a envisagé cette conférence. Je lui avais dit, bon, mais il y a hydro, il doit y avoir de l'eau là-dedans, c'est une question d'eau. Hydro, pour moi, c'est lié à l'eau, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, on s'est dit que je ne devais pas être le seul à rien comprendre et que la première chose à faire, c'était peut-être de nous dire de quoi on parlait, qu'est-ce que c'était, d'où ça venait, qu'est-ce qu'on en faisait. Et puis, si on a un petit peu le temps, à la fin, ensemble, on essaiera d'évoquer aussi de comprendre toute l'effervescence actuelle autour de ce gaz. Dominique Aymon est un habitué de l'Université populaire. C'est la 4e fois qu'il intervient pour nous. Il avait déjà animé une série de visioconférences en début d'année qui avait été très suivie. Et puis, Dominique est un ingénieur, il a une formation technique, mais il sait très bien expliquer les choses pour que tout le monde les comprenne. Donc, je remercie déjà par avance Dominique de bien avoir voulu m'expliquer ce que c'était que l'hydrogène. Je te passe la parole, Dominique. Tu peux réouvrir ton micro. Merci. Bien, merci pour cette introduction. On va quand même essayer que cette intervention ne soit pas virtuelle, mais vraiment réelle, et plutôt à distance qu'en présence, parce que je pense qu'on va essayer quand même de vous aider à comprendre pas mal de choses. Donc, Christian, si tu veux me donner l'autorisation de partager mon écran, je vais comme ça pouvoir utiliser… J'ai fait le nécessaire pour que tu puisses faire ça. Alors, écran partagé, c'est bon. Tac, partager. Et c'est parti. Hop. Affichage de l'écran. Bien, donc je pense que vous devez tous voir mon écran. Alors, ça bourdonne sur l'hydrogène. On a choisi un petit peu ce titre et puis moi j'aimais bien cette image parce que c'est vrai, comme le disait Philippe, si vous regardez un peu cette image, vous voyez des entreprises de différentes tailles, des petites, des grosses, des très grosses. Vous les voyez dans le monde de l'énergie, vous les voyez dans le monde des transports, vous les voyez dans le monde de la chimie. Finalement, il semble que beaucoup de monde s'intéresse à l'hydrogène en ce moment. Et c'est vrai qu'avec le plan de 7 milliards qu'a lancé le gouvernement, on se rend compte que là, c'est en train de bourdonner très fort sur l'hydrogène. Autre chose aussi, c'est qu'il y a maintenant un Conseil national de l'hydrogène en France, et puis au niveau européen, il y a aussi un conseil, le Clean Hydrogen Alliance pour l'Europe. Donc vous voyez, c'est vraiment parti et ça part tous azimuts. Donc on va essayer de comprendre un peu mieux ça. La première chose qu'il faut qu'on essaie
que je veux rappeler, c'est une chose que pour ceux qui ont déjà vu les précédentes conférences, vous reconnaîtrez les choses. Pourquoi on s'intéresse à l'hydrogène? Parce qu'on se dit, il y a une transition écologique à faire, parce qu'en fait, on utilise beaucoup d'énergie, et à chaque fois qu'on utilise de l'énergie, ça a trois types d'effets, trois grandes familles d'effets. On épuise des ressources qui ne sont pas infinies, on a un impact sur la santé humaine ou la biodiversité, ou on est en train de dérégler le climat. Et il faut que vous gardiez bien en tête ces trois boîtes parce qu'elles sont de nature très différente. Donc, c'est important de bien voir que là, il faut, à chaque fois qu'on pense aux actions dont on va parler, est-ce que cette action va avoir plus d'impact sur l'épuisement des ressources ou est-ce qu'il y aura des impacts sur la santé humaine ou pas? Au contraire, ce sera un progrès dans ce sens-là. Et en fait, à chaque fois qu'on change un petit peu nos façons de faire, il faut maintenant toujours se poser cette question. Ce que je suis en train de changer, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va épuiser plus ou moins de ressources par rapport à ce que je faisais avant? Est-ce que ça aura plus ou moins d'impact sur la santé humaine par rapport à ce que je faisais avant? Et enfin, est-ce que ça va plus dérégler le climat ou pas? Donc, gardez bien ces trois boîtes en tête parce que au fur et à mesure de la conférence, je pense que je reviendrai sur ce point-là. Ensuite, alors l'hydrogène. Donc, c'est quoi l'hydrogène? L'hydrogène, c'est le plus petit atome de l'univers. C'est vraiment le plus petit. Et en plus, non seulement c'est le plus petit, mais c'est le plus répandu. Il y en a partout dans l'univers. Et il y en a partout, et il y en a des quantités gigantesques. Bon, un astre que l'on connaît très bien, qui fait quasiment de l'hydrogène, c'est le Soleil. Et le Soleil, donc, en fait, presque toutes les étoiles sont constituées quasiment essentiellement d'hydrogène. Donc, l'hydrogène, c'est pas un gaz rare dans l'univers. Par contre, sur la Terre, et on va comprendre pourquoi tout à l'heure, finalement, il y en a beaucoup moins sur la Terre que ce qu'il y en a sur le Soleil. Et en fait, c'est parce que la Terre, elle est trop petite. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, sur la Terre, on en trouve à l'état naturel, un peu, mais on en trouve surtout énormément associés à d'autres choses et principalement associés à l'oxygène. C'est H2O, deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène et ça fait l'eau. Et toute la famille des hydrocarbures. Alors, hydrocarbures, ça veut dire hydrogène plus carbone. Et en fait, on va voir que toutes les énergies que l'humanité a utilisées depuis des milliers d'années, c'était toujours des hydrocarbures. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi et dans quelle direction on est allé. Alors, pour attaquer le sujet, j'ai envie de faire un petit quiz. Et j'ai envie de vous poser la question suivante. Donc, Christian va vous mettre le questionnaire. Et non, du coup, Dominique, pardon, c'est toi qui as la main pour mettre le questionnaire. Alors, comment je fais? En bas, tu dois avoir quelque chose que je n'ai plus, et donc je ne sais plus le nom. Contrôle à distance, mettre la part, sondage. C'est ça. Sondage. Eh bien, c'est parti. Quelle est la couleur des flammes de la combustion de l'hydrogène? Donc, on vous propose 5 réponses. Est-ce que c'est incolore? On ne la voit pas. Est-ce qu'elle est blanche, la couleur des flammes de l'hydrogène? Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est jaune? Ou peut-être rose à pois vert? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous cliquez sur la réponse que vous voulez donner et Christian va nous donner le résultat. Non, c'est toi toujours. C'est toujours moi. Ah ben parfait alors. C'est toi qui dois, t'as pas lancé encore le questionnaire là. Alors il faut que je lance le questionnaire. Voilà, et maintenant, ça y est, vous donnez vos réponses. Et il faut pas oublier de soumettre. Je vois que le rose à pois vert n'a pas beaucoup de succès. Hein. Tu aurais dû mettre le vert à pois rose. Ah, peut-être, oui. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'il y aurait pas mal de discussions, j'ai l'impression, là-dessus. Bien, c'est bon. On est à peu près, on a combien là
Il y a 37 participants au total. 33 sur 36, moi j'ai pas joué bien sûr. Oui, c'est bon. Donc on peut mettre fin au sondage. Donc si on met fin au sondage, eh bien la majorité a raison. La majorité a raison, puisque l'hydrogène, la combustion de l'hydrogène, c'est transparent et donc on ne le voit pas. Et c'est d'ailleurs un inconvénient important dans l'industrie, parce que dans l'industrie, si vous avez une fuite d'hydrogène qui s'enflamme, eh bien en fait vous ne voyez pas de flamme et donc c'est très embêtant. Autre chose aussi, quand vous voyez la fusée Ariane décoller, vous voyez pas de couleur de combustion. Et la fusée Ariane qui a des étages faits d'hydrogène, eh bien, ces étages d'hydrogène vont produire de la vapeur d'eau. On va voir la vapeur d'eau, mais on ne verra pas de combustion de l'hydrogène. Donc, bravo, bravo. Finalement, la majorité a trouvé la solution. Tu aurais pu nous montrer, Dominique, le résultat précis, tu sais? Ah bon, c'était partager les résultats, c'est ça? Voilà. Voilà. Super, merci. Voilà, 33, 30. Ah, quand même, le blanc avait du succès. Mais là, oui, c'est vrai que quand on voit une fusée partir, on voit du blanc. Mais le blanc, c'est le blanc de la vapeur d'eau. C'est pas le blanc de la combustion de l'hydrogène. Voilà. Donc, je ferme le sondage, je suppose. Hein, c'est ça. Et donc, alors, je vais parler maintenant de dihydrogène. Alors, pourquoi on parle d'hydrogène ou de dihydrogène? La différence, c'est que l'hydrogène, c'est l'atome d'hydrogène, et le dihydrogène, c'est l'association de deux atomes qui fait le dihydrogène. Alors, dans la suite de la conférence, je ne vais pas dire en permanence dihydrogène. Très souvent, je dirais l'hydrogène, ce sera valable à la fois pour la molécule et puis pour l'atome. Donc, ce gaz, il est vraiment extrêmement léger. Vous vous rendez compte, à pression atmosphérique, c'est 90 grammes par mètre cube. C'est donc le gaz le plus léger que l'on a sur Terre, à pression atmosphérique terrestre, avec ses 90 grammes par mètre cube. Il est 2 fois plus léger que l'hélium et il est 11 fois plus léger que... je vois pas le... Ici, il est 11 fois plus léger, oui, pardon, que l'air. Voilà. Et donc, le CO2, lui dont on parle beaucoup, il est 1,5 fois. Et ces chiffres-là, ils doivent nous interpeller parce que c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hydrogène sur la Terre, mais c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a de l'hydrogène qui part dans le ciel, en fait, elle ne s'arrête pas. La Terre n'est pas suffisamment lourde pour pouvoir garder l'hydrogène. Parce que, finalement, la molécule est tellement petite et est tellement légère qu'en fait, elle part dans l'univers. Et donc, à chaque fois qu'on consomme de l'hydrogène, ça se termine en partant, les atomes d'hydrogène, si on laisse partir de l'hydrogène, eh bien, ça va s'en aller de la Terre. Et ce gaz qui est extrêmement léger, ben, il ne va pas faire un effet de serre comme le fait le CO2, qui est un petit peu plus lourd, vous voyez, qui est un petit peu plus lourd. Il est plus léger que l'air, mais pas trop plus léger que l'air. Et c'est pour ça que le CO2, lui dont on parle beaucoup, comme gaz à effet de serre, ben, il se retrouve un petit peu au-dessus de l'air pour nous faire l'effet de serre dont on parle beaucoup. L'hélium, lui, est aussi un gaz qui est très, très léger, hein, mais pas quand même autant que l'hydrogène. Mais c'est pour ça qu'on a des ballons qui sont gonflés à l'hélium. Alors, j'ai mis la photo là du Hindenburg, enfin qui était fait par la société allemande Zeppelin, et donc l'Hindenburg, les flammes que l'on voyait, ce n'étaient pas les flammes de l'hydrogène qui était en train de brûler, c'était les flammes du ballon lui-même. Parce que l'hydrogène, dès qu'il brûle, il s'en va en altitude. Et donc, on ne voyait pas, mais on voyait par contre des flammes. Alors, on n'a pas la couleur parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore des photos qui étaient prises ou des films qui étaient pris en couleur. Voilà, donc retenez l'hydrogène tellement léger que l'attraction terrestre ne peut pas le garder sur Terre, et c'est pourquoi on le retrouve plutôt soit avec autre chose comme le carbone, et ça c'est la famille des hydrocarbures, soit on le retrouve
avec de l'oxygène et ça fait de l'eau. Dominique, Oui. il y a quelqu'un qui est sorti, qui veut re-rentrer, et c'est toi qui as la main maintenant, donc si tu pouvais le faire, s'il te plaît. Il doit s'appeler François. Où ça? Où c'est là? Dans les participants. Participants. Alors, salle d'attente. S'il y en a 5 en salle d'attente, admettre tout. C'est parti. Merci. C'est fait. OK. Alors, l'hydrogène naturel, juste pour vous montrer un petit peu où on en trouve. Donc, tous les points rouges que vous avez sur cette carte, ce sont des points rouges, ce sont des endroits où il y a des émanations d'hydrogène naturel. Mais très peu sont exploitables. Le seul cas vraiment important d'utilisation de l'hydrogène, c'est le cas que vous avez en bas à gauche de l'écran. C'est une petite centrale thermique au Mali. Au Mali, il y a un puits d'hydrogène et donc ils ont fait une petite turbine à gaz qui est alimentée par l'hydrogène naturel qui sort du sol et ça leur permet de donner de l'électricité à un village. On est très loin des réacteurs nucléaires et tout ça en capacité. Et puis, à droite, en bas, sur la photo, c'est au Brésil, un endroit au Brésil où là aussi, il y a des émanations d'hydrogène naturel. Mais ce gaz est tellement léger que c'est très difficile de le capturer et c'est pas des débits importants non plus. Et c'est donc pourquoi, finalement, à part l'application là au Mali, il y a très peu d'applications dans le monde de récupération de l'hydrogène. Il y a des projets pour essayer d'améliorer ça, mais pour l'instant, on est très loin de pouvoir vraiment avoir un hydrogène naturel à notre disposition. Donc, si on n'a pas d'hydrogène naturel et qu'on parle beaucoup de l'hydrogène, c'est de l'hydrogène artificiel. Alors, c'est ce qu'on va appeler la différence entre les sources d'énergie et les vecteurs énergétiques. Les sources d'énergie, c'est ce qu'on va trouver dans la nature. Par exemple, la biomasse, le charbon naturel, le pétrole naturel. Alors, j'aime bien dire charbon naturel et pétrole naturel parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison que le gaz ait le droit d'être appelé gaz naturel parce qu'il n'est pas plus ou moins naturel que ne l'est le pétrole et que ne l'est le charbon. Donc, charbon naturel, pétrole naturel, gaz naturel, hydrogène naturel, mais des quantités extrêmement faibles. Et puis, il y en a d'autres aussi, le vent. Le vent, ça a été une énergie qui a été souvent utilisée et qui continue à être utilisée avec les éoliennes. Et puis, le soleil. Et une autre source d'énergie, c'est le relief aussi. Parce que vous savez très bien que c'est plus difficile de descendre une côte que de la remonter. Du côté des vecteurs énergétiques, ce sont toutes les choses qui ont été obtenues par transformation et que l'on utilise comme source d'énergie. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une source parce que c'est pas comme tout ce qu'on trouve dans la nature. Donc là, on va retrouver l'essence, le kérosène, le gazole. Je mets toujours le kérosène et le gazole l'un à côté de l'autre parce qu'en fait, c'est quasiment la même chose. Il y a une très petite différence entre les deux. Le fuel, etc. Les gaz qui sont raffinés, puisque le GPL, il y a beaucoup de gaz qui sont faits aussi. Donc, l'hydrogène, mais on a aussi comme vecteur énergétique l'électricité, qui est une part importante de l'utilisation de l'énergie. Et l'électricité, j'aurais pu mettre électricité naturelle à gauche parce qu'il y en a un petit peu quand il y a des éclairs dans le ciel, mais récupérer l'énergie des éclairs dans le ciel, personne n'a envie de le faire pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une électricité naturelle aussi. Énergie mécanique, oui, c'est en phase avec le relief, puisque en fait, l'énergie mécanique, on peut très bien stocker de l'énergie en montant des choses et puis ensuite en les descendant. On peut aussi le faire en faisant tourner très vite des choses et après en récupérant cette énergie cinétique qui a été acquise. C'est ce qui se fait par exemple dans certaines voitures de course en Formule 1. On avait mis des toupies qui tournaient à 100 000 tours minute et ça emmagasinait de l'énergie et après on récupérait cette énergie pour faire avancer la voiture plus vite. Je t'interromps 2 secondes, Dominique.
j'ai une petite question pratique et je suis peut-être pas le seul. Là, je pose une question dans l'onglet de discussion, mais je n'arrive pas à envoyer ma question. Comment on fait pour envoyer la question? Eh bien, alors, sondage nouvelle main contre la distance, plus. J'ai tapé ma question dans le petit espace fait pour ça. J'ai envoyé à tout le monde. Je double-clique, je triple-clique sur envoyer. Mais Mais normalement, elle est partie. Alors, ça n'a pas l'air. Il faut faire la touche entrée. Il faut faire la touche entrée. C'est ce que Ok, c'est bon. C'est bon, ça. elle est rentrée maintenant. J'ai envoyé, en fait, d'accord. Merci, excuse-moi. OK. Bien, donc, j'espère, là, vous y voyez clair entre ce qui est source d'énergie et ce qui est vecteur énergétique. Et en ce qui concerne donc l'hydrogène, ben il existe beaucoup plus sous forme de vecteur énergétique que sous forme d'hydrogène naturel. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, un bruit là bizarre. Alors, cette slide est extrêmement importante parce qu'elle résume un petit peu toute l'histoire énergétique de l'humanité. Je vous ai dit, donc, l'essentiel de l'énergie qu'on a utilisée, ce sont des hydrocarbures, c'est-à-dire une association de carbone et d'hydrogène. Si on prend le bois a beaucoup de carbone. Le charbon a du carbone, etc., etc. Et ce que j'ai mis au milieu, le H sur C, c'est la quantité d'atomes d'hydrogène divisée par la quantité d'atomes de carbone. Et si vous regardez, je ne sais pas, il y a qu'un micro là qui perturbe un petit peu. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est que l'histoire de l'humanité, c'est d'abord le bois, ensuite on est passé au charbon, puis quand Paris est passé au charbon, on voyait les gens transporter des sacs de charbon, c'était un peu fatigant. Et puis après, on est passé au pétrole, et puis aux carburants qui sont plus légers, et puis au gaz, et puis maintenant l'hydrogène. Excuse-moi, Dominique, je vais demander, je vois qu'il y a des gens dont le micro est ouvert, Christiane, François, il y en a sans doute, et c'est ça qui génère les bruits parasites. Normalement, j'ai fermé mon micro, moi. Alors, je vois Luc. Il ne doit pas être fermé, là. Luc, Christophe, dont les micros sont ouverts. Moi, je ne peux pas fermer. Vous pouviez fermer parce qu'il y a des bruits parasites. Voilà. OK. Donc, ce que vous voyez, donc ici, j'ai mis les kilowattheures par kilo, c'est-à-dire la densité énergétique de chacun de ces carburants. Est-ce que l'on peut… Alors, 1 kilowattheure, si vous ne vous souvenez pas l'ordre de grandeur, c'est votre fer à repasser pendant 1 heure. Vous faites tourner, vous utilisez le fer à repasser pendant 1 heure, vous avez utilisé 1 kilowattheure d'énergie. Voilà, l'ordre de grandeur. Et ce que l'on voit, c'est que la densité énergétique des différents carburants qu'on voit là, eh bien, elle a évolué en augmentant. Et l'humanité a toujours cherché à trouver des choses pour lesquelles il y a de plus en plus de kilowattheures par kilo. Et donc, c'est plus facile de transporter du pétrole que du charbon parce que le pétrole, on a 12 kilowattheures d'énergie par kilo, alors que pour le charbon, on n'en a que 9. Et pour le bois, on n'en a que 4. Donc, on voit bien ici toute l'histoire de l'utilisation des hydrocarbures, hydrogène plus carbone. Et finalement, maintenant, ce qu'on cherche, c'est le Graal. Et le Graal, c'est de dire plus d'hydrogène que du carbone. Plus de carbone, mais que de l'hydrogène. Et si on cherche à faire cela, c'est parce que justement, moins on a de carbone, meilleure est la densité énergétique, le nombre de kilowattheures au kilo que l'on aura. Alors par contre, on voit ici aussi qu'il y avait des inconvénients à avoir trop de carbone, parce que les émissions de CO2 par kilowattheure d'énergie fournie, eh bien on voit aussi qu'ils ont baissé ici, et que le méthane est plus favorable. Pour l'hydrogène, j'ai caché le chiffre parce qu'en fait, on ne connaît pas bien le chiffre. Parce qu'en fait, l'hydrogène, ça va dépendre beaucoup de la façon dont il est fait. Et les ordres de grandeur aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut avoir de l'hydrogène
qui a une empreinte carbone qui est plus mauvaise que le charbon, en fonction de la façon dont il aura été obtenu. En particulier, s'il a été obtenu avec une électrolyse et qui est faite avec une électricité chinoise faite au charbon, eh bien, on aura une empreinte carbone de cet hydrogène qui sera très mauvaise. Donc, de dire que l'hydrogène est toujours parfait et que c'est extraordinaire et que ça va sauver la planète et tout ça, ben, il faut faire attention parce que ce n'est pas nécessairement le cas. Hélas, plus on va vers les choses qui sont légères et à fort contenu énergétique, moins c'est facile à transporter. Déjà, on sait que bon, le carburant, c'est extrêmement facile à transporter. On prend un bidon en plastique de 10 ou 20 litres et là-dedans, un truc de 20 litres, on va avoir 25 kWh d'énergie qu'on peut transporter. C'est pas très lourd. On le laisse là-dedans pendant un an. C'est toujours là, c'est toujours disponible. Ça n'a pas vraiment beaucoup bougé. Quand on est passé au gaz, on a vu que là, c'était pas pareil, qu'il fallait déjà comprimer les choses. Il faut le stocker dans des réservoirs. Une bouteille de gaz, c'est pas juste un bidon en plastique dans lequel on a mis du carburant. Et pour l'hydrogène, ben, c'est encore plus difficile, puisque pour l'hydrogène, on aura deux façons de le transporter. Soit on va le faire avec des pressions très élevées pour pouvoir rester à température ambiante, soit on va le faire à des températures très très basses pour pouvoir être à pression atmosphérique. Et selon l'usage que l'on a, eh bien, on choisira une ou l'autre de ces voies ou quelquefois des voies qui sont un petit peu intermédiaires, pas à 700 bars et pas à moins 253 degrés, mais peut-être à moins 100 degrés et puis à 350 bars. Donc là, on voit que l'hydrogène, ben, il va nous poser quand même un problème majeur, c'est que la transition vers l'hydrogène, elle sera beaucoup plus exigeante parce que l'hydrogène, il est tellement petit, d'abord qu'il veut fuir partout. Et donc, il faut que les systèmes qui vont contenir l'hydrogène soient extrêmement étanches et que l'étanchéité soit bien plus grande que l'étanchéité déjà pour le gaz, où on fait très attention, et bien sûr que l'étanchéité pour les carburants, où là, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que comme l'hydrogène, c'est pas facile à transporter, 70% de la production d'hydrogène est utilisée sur le lieu où l'hydrogène a été produit. On n'a pas envie de s'amuser à le balader. Ça va coûter cher de le balader parce que se balader avec des choses à 700 bars, bon, c'est quand même plus difficile que d'avoir juste un réservoir en plastique dans une voiture, on ouvre le truc, on remet de l'essence dedans, c'est pas compliqué, quoi. Là, on sera pas du tout dans le même monde. Et donc, ça voudra dire qu'il faudra des infrastructures qui seront beaucoup plus exigeantes. Alors, ça sert à quoi l'hydrogène aujourd'hui? Ben, ça sert, la première chose le premier usage, c'est le raffinage. Hein, et donc, ça se fait dans les raffineries de pétrole. Et en fait, ça permet d'éliminer le soufre des pétroles. Ça permet d'affiner un petit peu les molécules, puisque vous savez que dans une colonne de raffinage, vous avez des étages. En bas, il y a les choses très lourdes, et puis en haut, on finit par les gaz. Et puis, on veut comme ça construire des molécules au fur et à mesure, des molécules qui sont de plus en plus légères, qui ont justement plus d'atomes d'hydrogène et moins d'atomes de carbone. C'est ce qu'on voyait dans le document d'avant. Et donc, le raffinage, ben, finalement, il va fabriquer son hydrogène, et puis ensuite, ayant fabriqué son hydrogène, eh bien, il va l'utiliser tout de suite pour faire les carburants et les gaz qu'il veut faire. Et donc, le producteur d'hydrogène sera le consommateur dans la raffinerie. Pour l'ammoniac, c'est un peu la même chose aussi. Alors, l'ammoniac, je ne sais pas si certains se souviennent de leur cours de chimie. L'ammoniac, alors quand c'est avec un C, c'est le gaz, et quand c'est avec QUE, c'est quand il est mélangé avec de l'eau. L'ammoniac, sa formule, c'est un atome
NH3. Donc, c'est un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène. Alors, l'ammoniac, c'est surtout, il y a deux grandes familles d'utilisation pour l'ammoniac. Hein. C'est l'agriculture, tous les engrais. Et vous vous rendez compte, 31 millions de tonnes d'ammoniac, je crois que c'est les 3/4, plus que les 3/4 qui servent aux engrais azotés. Donc ça, c'est extrêmement, pour l'agriculture, c'est extrêmement important. Et puis l'autre utilisation aussi, je pense que ça va me revenir. Ah oui, tout ce qui est nettoyage. Mais là, c'est souvent justement avec de l'eau, et c'est l'ammoniac qui est transformé, enfin, on met ça avec de l'eau, et ça nous fait beaucoup de produits d'entretien qui utilisent de l'ammoniac. Alors, les transports, actuellement, on parle beaucoup, les camions, les voitures vont rouler à l'hydrogène et tout ça. Bon, aujourd'hui, ceux qui roulent comme le transport à l'hydrogène, vous voyez, c'est 0,01 million de tonnes. Donc, c'est vraiment très, très petit. Donc, si on dit qu'on veut passer toute la mobilité, tout le monde des transports vers l'hydrogène, c'est une très grande rupture par rapport à la situation actuelle. Autre chose, et la partie du bas, alors c'est pas la même couleur. En haut, on est en orange, et puis en bas, on est en jaune-orange. En fait, c'est qu'en bas, les utilisations, c'est des utilisations où l'hydrogène est un coproduit qui est introduit pour fabriquer d'autres produits. Lors de la fabrication de l'acier, on injecte de l'hydrogène dans la fabrication de l'acier, et cet hydrogène va réagir et va permettre d'obtenir des aciers de meilleure qualité. Pour la fabrication du méthanol, c'est pareil, on va introduire de l'hydrogène pour obtenir du méthanol. Donc voilà, aujourd'hui, donc vous voyez quand même, ça fait plus de 100 millions de tonnes, d'hydrogène qui est fabriqué. Alors, cet hydrogène, quels sont les processus pour les fabriquer? Là, on voit comment il est utilisé, mais comment il est fabriqué. Donc là, je vais vous... Hop, pourquoi ça ne peut pas avancer là? Si. Alors, je vais vous poser une première question, c'est justement, est-ce que vous pourriez me dire quelle est, au niveau mondial, la méthode la plus utilisée pour produire de l'hydrogène? Et je vous propose 1, 2, 3, 4, 5 solutions. Alors, il faut que je lance le... Comment c'était déjà pour lancer le sondage? Je lance le sondage. Voilà, relancer le sondage. Non, c'était pas celui-là. Pourquoi il faut que je change de sondage? Christian, tu te souviens comment on fait pour changer le sondage? Tu dois avoir la question 2 qui apparaît dans la liste. Relancer le sondage. Non, c'est pas ça. Annuler. Alors, la question qui apparaît dans quelle liste? Mince. Ah. Attends. Sondage. Quelle est la couleur? Non, je ne veux pas celui-là. Ils y sont, les autres? Oui, normalement, ils sont tous. Hein. Alors, je ne trouve pas comment le changer. Où est-ce que quelqu'un a la solution? Ou alors, tu me redonnes la main et puis je vais le lancer. Alors, attends, pour te redonner la main, il faut que je... Tu as mis la solution là. Oui, tu as mis la solution. Ah bon, j'ai la solution? Non. Non, mais tu as mis la solution à l'écran. Ah bon, ok. Bon, on va oublier la question alors. Voilà, on va oublier la question. Donc, en fait, aujourd'hui, donc beaucoup pensent que c'est l'électrolyse parce que c'est ce dont on entend parler souvent. On va dire oui, l'hydrogène. Puis en fait, c'est l'expérience qu'on en a eue quand on était à l'école aussi. Hein. Donc, beaucoup pensent que c'est l'électrolyse, mais l'électrolyse de l'eau, c'est seulement 4% de la fabrication d'hydrogène au niveau mondial. Donc, il y a 115 millions de tonnes d'hydrogène qui sont produites tous les ans dans le monde. Vous remarquerez en haut à gauche 20 millions de tonnes de pertes. Ça, c'est l'hydrogène qui s'en va dans l'atmosphère et qui dépasse l'atmosphère et qui quitte la Terre. C'est quand même des quantités extrêmement importantes. Et ça vous montre la difficulté de vraiment contrôler l'hydrogène, de maintenir l'hydrogène de façon extrêmement étanche parce que c'est la plus petite, c'est vraiment une toute petite molécule de rien du tout et elle a envie de passer partout. Donc, première solution pour faire de l'hydrogène, c'est la moitié de la production, c'est ce qu'on appelle le vaporeformage. Alors, c'est un nom un peu compliqué pour pas grand-chose. Vapo, c'est de la vapeur.
et puis ensuite on prend de la vapeur d'eau à haute température, on mélange ça avec du gaz naturel. Le gaz naturel, la formule, c'est 1 atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, CH4, et tout ça se mélange et ça fait du CO2, hélas, et de l'hydrogène. Voilà comment ça se passe. Et ça, c'est la moitié de la production. Donc, ensuite, c'est le pétrole. Pour le pétrole, donc, en amont de la colonne de distillation, ben, on va injecter de l'hydrogène. Et donc, pour faire ce pétrole, pour faire cet hydrogène, on va le fabriquer sur place en faisant là aussi, on va craquer des molécules. On va craquer des molécules à température plus haute que ce que l'on fait pour le gaz naturel. Et la gazéification du charbon, c'est aussi de casser les molécules, puisque le charbon, c'est aussi des associations d'atomes de carbone avec des atomes d'hydrogène. Et ce qu'on fait, c'est séparer ces choses-là. Et là, pour la gazéification, on est à des températures de plus de 1000 degrés. Ce sont des températures très, très élevées. Ce qui fait que le rendement, d'ailleurs, est un peu moins bon parce que, justement, on est obligé d'aller à des températures extrêmement importantes. Donc, ce que vous voyez, c'est que finalement, eh bien, on dit l'hydrogène, c'est merveilleux, c'est très beau, c'est bleu, c'est vert. Enfin, ben, aujourd'hui, il y a quand même 96% des 100 millions de tonnes d'hydrogène qui sont faites en émettant beaucoup de CO2. Ça, c'est quand même 2% des émissions de CO2 mondiales. Seulement la production de l'hydrogène. Alors, donc, l'électrolyse, aujourd'hui, on n'a pas encore les solutions. On voit que c'est qu'à 4%. Bon, pour faire monter, pour dire, si on veut transformer tout ça en électrolyse et avec des solutions d'électricité à la source qui sont des électricités décarbonées, vous voyez qu'on a une très, très, très grosse mutation à faire. Je t'interromps encore, Dominique, parce Oui. qu'il y a plusieurs questions qui ont trait à tout ce que tu viens de dire. Ah. Et donc qui sont des demandes d'explications complémentaires. Et peut-être que c'est bien de les poser maintenant, plutôt que d'attendre la fin. Ah oui, tout à fait, oui, non, il vaut mieux. Si à certaines questions, tu réponds plus loin dans l'exposé, tu nous le dis, mais je pense qu'il faut prendre les questions qui sont arrivées. Je le fais, Christian, ou tu le fais? Comment? Comme tu veux, je peux le faire. Moi, j'en ai vu qu'une seule, principalement. Alors, j'en vois 3 et j'en sais une 4e. Bon, ben, allez-y. Alors, une question de… Il semble que l'hydrogène… Non, alors, attendez, il faut que je remonte en haut des questions. Comment l'H2, donc l'hydrogène, est-il arrivé sur Terre alors qu'elle ne peut pas le retenir? Et cette question-là est couplée, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la même famille avec une autre qui est arrivée après, qui dit, il semble, au vu de la carte que tu avais fait voir de l'hydrogène naturel, il semble que l'hydrogène naturel suive les failles. Est-ce qu'il y en aurait à l'intérieur de la Terre? Donc, tu vois, c'est par rapport à la présence de l'hydrogène naturel. Voilà la première série de questions. OK, bon, il y a un peu d'hydrogène au milieu de la Terre, hein, il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait il y a des millions d'années. Et c'est pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant. C'est parce qu'il s'échappe par les failles, alors. Pardon? C'est parce qu'il s'échappe par les failles. Eh bien, parce qu'il s'échappe, oui, à travers les roches, à travers tout n'est pas complètement étanche, et donc l'hydrogène, beaucoup est parti. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins qu'il y en a eu il y a des millions d'années, mais nous n'étions pas là. D'accord. Et comment est-il arrivé sur Terre, donc? Il est arrivé, on est tous des enfants des étoiles quand même. Hein. Donc, on est tous des morceaux d'étoiles. Alors, et les étoiles avaient beaucoup, beaucoup d'hydrogène et ont encore beaucoup d'hydrogène. Plus elles sont grosses, plus elles ont d'hydrogène. Autre question. Alors, c'est une question de moi que je n'ai pas encore écrit, mais il y a une autre question sur ce dernier tableau. Si j'ai bien compris, parce que moi, je ne suis pas un familier de toutes ces choses, si j'ai bien compris à travers cette dernière diapo-là, ce que tu nous dis, c'est que pour fabriquer de l'hydrogène, il faut utiliser du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Aujourd'hui, pour fabriquer 96% de la fabrication de l'hydrogène est faite en utilisant du charbon, du gaz et du pétrole.
Et donc, une autre question qui a trait à cette dernière diapo, qui est peut-être plus technique, quel est le rendement de chaque méthode sans prendre en compte les émissions de CO2? Eh bien, merci beaucoup pour cette question. Voilà. Voilà. Alors, justement, j'essaie de répondre à cette question à travers ça, puisque ce que je veux vous donner, c'est en particulier l'ordre de grandeur des prix de fabrication et les émissions de CO2 que ça donne par kilo d'hydrogène fabriqué. Donc, pour ce qui concerne le gaz naturel, vous voyez que on fabrique 1 kilo de gaz d'hydrogène avec du gaz naturel à un coût de revient qui est de 1,5 à 2 euros le kilo. Je vous rappelle que dans 1 kilo, c'est 39 kWh, 34 kWh. Ça veut dire qu'on achète 34 kWh d'énergie pour 1,50 € à 2 euros. C'est mieux qu'EDF, ça, hein? Et par contre, quand on fait ça, eh bien, pour faire 1 kilo d'hydrogène, on aura hélas émis 11 kilos de CO2 qui vont partir dans l'atmosphère pour faire, hélas, l'effet de serre auquel on est confronté. Pour le pétrole, c'est plus cher, c'est un petit peu plus cher et c'est aussi plus d'émissions de CO2 puisqu'on aura 15 kilos de CO2 pour chaque kilo d'hydrogène fabriqué. Et le charbon, c'est encore pire, puisqu'on est à 22 kilos de CO2 pour 1 kilo d'hydrogène fabriqué, mais par contre avec des coûts pas chers. Alors pourquoi ces coûts sont pas chers? Parce que les pays qui font le charbon, c'est essentiellement la Chine, les États-Unis, l'Australie, la Russie aussi, qui sont les gens qui ont encore beaucoup de charbon et dont ils savent pas trop quoi faire. Ça répond à la question? En fait, il y avait deux questions qui étaient similaires, hein. C'est celle de Nicolas et d'Aurélie. Je pense qu'il y a au moins quelqu'un qui répond oui, je crois. Peut-être la question va se préciser si elle n'est pas complètement répondue. Peut-être que Nicolas peut ouvrir son micro et préciser sa question, parce que je vois que c'est peut-être plus simple. Oui, bonsoir. Non, pour moi, la slide répond tout à fait à la question. En plus, il y a les niveaux de CO2 émis, donc c'est très bien. Non, moi, ça me va. Ok. Bien. Eh bien, écoute, on te repasse la parole, Dominique. Ok. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous connaissez bien l'électrolyse? Parce que finalement, beaucoup d'entre nous, on a fait ça à l'école, hein, en première ou en seconde, là, dans les cours de physique ou de chimie. Là, on s'amusait à faire des électrolyses. Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on obtient en faisant l'électrolyse de l'eau? Parce que puisqu'il semble que les enjeux, tout le monde dit il faut qu'on aille vers l'électrolyse, etc. Donc, il est bon de savoir un petit peu ce que c'est. Alors, il faut que je lance le sondage, mais si j'y arrive, faut que je repasse la main. Alors, pour repasser à la main à Christian, c'est contrôle à distance. Non, c'est pas ça. Participant, sondage. Arrête, relancer le sondage. Non, c'est pas ça. Non. Christian, donc là, je n'arrive pas à savoir comment je peux. Il doit falloir que tu cliques sur ma vignette et sur les 3 petits points, tu dois avoir quelque chose qui te permet. Ah oui. Ok, je vois. Mettre en évidence animateur. Voilà, c'est bon. Oui, vas-y. Alors, sondage. Donc, finalement, quand on fait l'électrolyse de l'eau, qu'est-ce qu'on a? De l'hydrogène et de l'azote, de l'hydrogène et du CO2, de l'oxygène et de l'hydrogène, du CO2 et de l'oxygène, ou bien de l'hydrogène et de l'électricité. Qu'est-ce qu'on récupère quand on fait une électrolyse de l'eau?
Je suis désolé, mais j'arrive pas à retrouver le sondage que j'avais mis en place. La question. Ah si, pardon, ça vient. Voilà, excusez-moi. Voilà. Vous devriez avoir le vote d'ouvert. Super. Merci. Excusez-moi. Ah, mais ça, c'est la question 2 de tout à l'heure. Ah ben oui, non, mais on va la passer, la question 2. Excusez-moi, décidément. Non, mais tu prends... Le plus vite possible que je voulais. Mais voilà. Ah, voilà. C'est bien ça? Oui. Et on appuie sur soumettre pour soumettre la réponse. C'est en train de monter très très fort sur une des réponses parmi Bon, ben je vois qu'il y a des souvenirs de l'école qui ressortent quand même là. Hein. J'ai pas dit laquelle, hein. Bon, ben tu peux peut-être nous annoncer les résultats alors. Ouais, il y a 36 sur 39 qui ont voté, donc c'est bon. Je mets fin au vote et je partage les résultats. Ben voilà. Bon, ben ça va. S'il y a des enseignants de physique qui sont là aujourd'hui, ils vont être contents, ils vont avoir l'impression qu'ils ont fait du bon travail. Ok. Moi, je me reconnais bien dans ceux qui ne savent pas répondre, tu vois. Bien, tu peux me redonner, tu vas sur le petit point pour me redonner l'écran. Je t'ai remis animateur, voilà, c'est fait. Ok. Donc voilà, l'électrolyse, ce que c'est, hein, donc vous vous souvenez, on met de l'eau salée et puis vous voyez mon écran là. Oui. Oui, très bien, donc, très bien. On met de l'eau salée dans un récipient, on met une anode, une cathode, un plus et un moins, et puis on fait passer du courant, et puis il y a des bulles qui sortent. Et du côté de l'anode, eh bien il y a de l'hydrogène qui sort, et du côté de la cathode, on a de l'oxygène qui sort. Alors vous avez les ordres de grandeur, de la même façon que je l'avais fait tout à l'heure pour les autres méthodes, les ordres de grandeur d'émissions de CO2. On peut passer de 0,2 émissions, 0,2 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène obtenu si on est avec du nucléaire ou du photovoltaïque, non pas du photovoltaïque, des éoliennes. On peut arriver à 0,2 kg émis par kilogramme d'hydrogène. Par contre, si l'électricité vient du charbon, eh bien là, on peut passer à 36 kg de CO2 émis pour 1 kg d'hydrogène. Alors, de dire, on est content, on a de l'hydrogène en Chine, on la met dans sa voiture à hydrogène et on dit, ah, c'est bien, je roule, c'est vraiment bien ce que je fais. Bon, 36 kg de CO2 émis, il valait mieux utiliser l'hydrogène fait avec du gaz qui était à seulement 11 kg de CO2 émis par kilogramme d'hydrogène obtenu. Et hélas, le prix aussi est pas tout à fait le même, parce que tout à l'heure, on avait des prix qui étaient 1 euro, 2 euros le kilo. Là, on est plutôt à 4 à 6, et encore, je suis un petit peu généreux, il y a beaucoup d'applications qui sont au-delà de ça. Donc, vous voyez que là encore, vis-à-vis de l'électrolyse de l'eau, on comprend pourquoi c'est seulement à 4% aujourd'hui. Parce que c'est pas quelque chose de nouveau et révolutionnaire. L'électrolyse de l'eau, ça fait plus de 100 ans qu'on sait la faire. Donc, c'est vraiment parce que c'est pas la solution. Comme on se préoccupait pas des émissions de CO2, eh bien, on a pris le charbon pour faire de l'hydrogène, on a pris le gaz naturel pour faire de l'hydrogène et on n'a pas pris l'électrolyse. Parce qu'il faudrait une électricité totalement décarbonée. Si on était avec de l'eau qui tombe d'un barrage, voilà, c'est parfait. Là, on a on n'est même pas à 0,2, je crois qu'on est à 0,1. À 0,1 kg de CO2 émis par kilo d'hydrogène obtenu. Donc, voyez, l'électrolyse, on comprend pourquoi aujourd'hui c'est à 4%. Et pour faire changer ça, qu'est-ce qui pourra nous faire changer ça? Ce serait vraiment qu'on n'ait plus de pétrole ou de gaz ou de charbon à mettre dans les usines pour faire de l'hydrogène. Et donc ça peut arriver dans certaines zones. Mais ou bien il va falloir vraiment dire on va mettre un prix au carbone qui est très élevé pour faire en sorte que l'industrie soit obligée d'aller dans cette direction-là. Il y a une autre solution qui peut aller dans le sens contraire. Est-ce que vous avez entendu parler déjà du CCS, Carbon Capture and Storage? C'est la capture et le stockage du carbone.
l'idée, c'est de dire, ben, finalement, si on prend tout ce qui concerne l'hydrogène, c'est extrêmement concentré. Je vous disais que c'est dans les usines et que même on consomme l'hydrogène dans l'usine quasiment où l'hydrogène a été fait. Ça veut dire que c'est des grosses industries, et ces grosses industries, on peut très bien capturer en sortie du processus, on peut capturer l'hydrogène, le comprimer, le CO2, pardon, on peut le capturer, le comprimer et le transporter dans des pipelines pour les remettre dans des veines de charbon qui sont pas exploitées ou dans des gisements de pétrole qui sont à leur fin de vie ou dans des aquifères un petit peu profonds. Et finalement, et si on ferme bien le robinet, eh bien, on aura les millions de tonnes de CO2 qui sont émises par la fabrication de l'hydrogène, ben, n'iront pas dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une solution. Elle n'est pas gratuite, mais c'est une solution, c'est une alternative de dire, ben, finalement, il faudra se poser la question si c'est pas moins cher de faire ça que de passer à l'hydrogène fait par électrolyse avec des panneaux solaires, avec des éoliennes, avec du nucléaire, voilà. Il faudra se poser la question par rapport à ça. Vous avez sans doute aussi beaucoup entendu parler de la palette de l'artiste de l'hydrogène, parce qu'en fait, on entend, oui, c'est de l'hydrogène bleu, c'est de l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène blanc, c'est de l'hydrogène. J'ai voulu ici faire un point un petit peu sur les choses. Ce qu'on appelle l'hydrogène vert, c'est quand, dans l'hydrogène, elle est faite à partir d'énergies renouvelables et électrolyse. Ça, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse. ENR, c'est le vert. L'hydrogène naturel, on lui a donné la couleur du blanc. Même si c'est transparent, on a dit c'est de l'hydrogène blanc. Si on le fait avec le méthane, là, c'est de l'hydrogène gris. Mais si on fait le méthane plus la capture, ça devient de l'hydrogène bleu. Pour le pétrole, c'est du violet. Pour le charbon, c'est du noir. Mais si le charbon, au lieu du charbon, on a pris de la lignite, qui est du charbon qui était un peu différent, eh bien là, ça devient du marron. Et si on a fait l'électrolyse, mais qu'on l'a fait avec du nucléaire, alors là, il y a deux couleurs qui se battent, c'est soit le rose, soit le jaune. Mais certains utilisent aussi le jaune pour dire quand on a un mix, un petit peu de gaz, un petit peu de pétrole, beaucoup d'électrolyse nucléaire. Là, on dit, ben voilà, ça peut être du jaune. Donc, vous voyez, on a donné plein de couleurs. La difficulté avec ceci, c'est que c'est pas très rigoureux. Parce qu'à l'intérieur de chacune de ces boîtes, on peut avoir des traces carbone qui sont extrêmement différentes. Donc, ça fait plaisir parce que c'est surtout, les gens aiment bien dire qu'on a du bleu ou du vert, quoi. Hein. Ça marche bien. Et donc, on se préoccupe pas trop comment a été fait l'électrolyse ou bien est-ce que vraiment, parce que là, les panneaux photovoltaïques, ils sont pas très bons là sur les performances. Hein. Et bon, mais on est content, on a fait du vert, on a sauvé la planète, c'est parfait. Donc attention à ça. En fait, ce qu'il faudrait arriver à faire, parce que ça dépend aussi à quel stade on prend l'hydrogène. Parce que si on le prend juste au début de sa fabrication, une fois qu'il a été comprimé, la compression de l'hydrogène, ça va consommer de l'énergie. D'où vient cette énergie pour comprimer l'hydrogène? Selon la méthode que l'on emploie, eh ben elle aura une trace carbone qui sera différente. Donc, en fait, on va avoir, in fine, à un moment de l'utilisation de l'hydrogène, une valeur de trace carbone qui va grossir en fonction de ce qu'on fait avec cet hydrogène. Et cette trace carbone que l'on aura, eh bien, finalement, elle peut être vraiment très différente pour une même source. Ça peut être du gaz, du CH4, et puis finalement, en fonction des transformations, ça se sera beaucoup dégradé ou pas. Donc, attention à ces couleurs, gardez-les plutôt comme des outils marketing que des références pour dire ça émet plus de CO2, ça émet moins de CO2. Et justement, ce vers quoi il faudrait arriver, c'est non pas une palette de couleurs, mais c'est vraiment de dire, au stade où j'en suis, eh bien, mon kilo d'hydrogène dont je vais disposer a entraîné une trace carbone de 1 kg de CO2, de 10 kg de CO2, de 30 kg de CO2. Et là, ce serait beaucoup plus rigoureux. On pourrait donner
c'est un hydrogène 25. Bon, ben voilà, ça voudrait dire c'est un hydrogène qui, sur tout le passage qu'il a fait, il a entraîné l'émission de 25 kg de CO2. Donc, attention, quand on parle de l'hydrogène, tout n'est pas bleu, tout n'est pas vert. Ici, justement, on parlait de la capture et ce que je voudrais vous donner, c'est des ordres de grandeur ici de si on voulait dire je veux éviter 1 tonne de CO2, puisqu'on a vu qu'en fonction des chemins et en fonction des procédés de fabrication de l'hydrogène, on a plus ou moins d'émissions de CO2. Et donc ça, si on disait ben, finalement, qu'est-ce que ça me coûterait d'essayer d'éviter 1 tonne de CO2 pour mon hydrogène? Parce que mon hydrogène a entraîné 1 tonne de CO2, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'éviter et combien ça me coûterait? Eh bien, si on voit les solutions pour éviter le CO2, c'est quoi? C'est d'abord la capture. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous voyez que l'ordre de grandeur de ce qu'il faudrait payer, c'est 100 € pour arriver. Donc, la capture du CO2 pour le mettre dans le sol va coûter en gros 100 € la tonne. Donc, c'est pas très cher en fait. Hein, vous vous souvenez qu'un kilo d'hydrogène de type méthane, c'est 1,50 € à 2 €, quoi. Et donc là, pour 1 tonne de CO2, bon, ça augmentera le prix de l'hydrogène, mais c'est sans doute encore jouable. Par contre, vous voyez ici les prix de revient. Nucléaire plus électrolyse, 450 €. Éolien plus électrolyse, 550 €. Photovoltaïque plus électrolyse, 950 €. Donc, ça veut dire que pour gagner 1 tonne de CO2, on dépenserait 950 €. Il y a beaucoup d'autres projets qu'il faudrait mettre en priorité par rapport à ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire qui nous permettraient d'éviter beaucoup de tonnes de CO2 sans avoir recours à des sommes aussi élevées. Alors, on a vu qui utilise l'hydrogène aujourd'hui. Peut-être Dominique, Oui. Peut-être il y a une question qui est arrivée qui est en rapport avec le slide, non pas d'avant, mais encore avant, je pense, ici, vous voyez, sur les couleurs. C'est toujours Nicolas qui demande si l'hydrogène vert est-il déclaré comme tel parce que il est directement créé par une ENR ou par des garanties d'origine du mix énergétique? Ben non, c'est vraiment électrolyse. C'est à partir du moment où c'est électrolyse plus ENR, on peut le peindre en vert. Oui, c'est ce qui met sous forme de question dans un deuxième temps. En gros, H2 vert égale ENR branché à électrolyseur. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. ENR branché pour fabriquer l'électricité qui va dans l'électrolyseur, l'électrolyse de l'eau, eh bien, on met devant des ENR. Si on met devant des ENR, on a droit au label vert pour l'hydrogène qui est produit. Après, on se fiche de combien la production, le machin, etc. Et là aussi, on aura des variations importantes. Mais bon, aujourd'hui, et puis on est content, on dit que c'est vert, alors donc on est très content. Merci. Alors, donc, on a vu ceux qui utilisent aujourd'hui l'hydrogène, et ceux qui utilisent l'hydrogène, ils ne veulent pas arrêter de le produire parce qu'on en a besoin. Enfin, donc là, la suppression des méthodes actuelles d'hydrogène, ce serait de production. Il faut bien voir, il y a quand même 110 000 tonnes à faire tous les ans, quoi, hein, plus tout ce qui est perdu, donc ça fait 130 000 tonnes à produire, quoi. Hein. Donc c'est extrêmement important. Alors bien sûr, ceux qui pourront utiliser, qui auront envie de l'hydrogène demain, ben, il y a ceux qui utilisent l'hydrogène aujourd'hui parce qu'ils en auront besoin encore demain. Et puis il y a ceux qui utilisent des hydrocarbures parce que le but ce serait de se dire, ben, est-ce qu'on pourrait remplacer les hydrocarbures par cette énergie qui a une grande densité massique et puis qui n'émet pas de CO2. Voilà. Et donc, ben, on pense bien sûr, et c'est pour ça que vous voyez des projets tous azimuts. Vous voyez des projets pour des voitures, des projets pour des camions, des projets pour des avions, des projets pour des trains, des projets pour des bateaux, des projets pour des motos, des projets pour des vélos électriques. J'ai vu aussi un projet de vélo électrique à l'hydrogène. Donc, il y a des projets partout.
partout. Tout le monde y va de son projet. Puis comme il y a quand même 7 milliards qui ont été mis sur la table, ben, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, je peux peut-être en récupérer une partie quand même de ces 7 milliards. Donc, c'est pour ça qu'on voit des projets fleurir partout. Alors, il faut pas, en plus, il y a aussi ceux qui veulent stocker des énergies intermittentes parce que ça peut être aussi une source. On fait de l'hydrogène, on stocke l'hydrogène et ensuite on va l'utiliser. On va l'utiliser comme vecteur d'énergie. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Alors, je voudrais juste passer un moment sur aussi pour vous, vous avez entendu parler, je pense, beaucoup de power to something, hein, de power to gas, power to industry, power to mobility, etc. Donc, je voulais juste vous donner un petit tableau là qui exprime un petit peu ce que ça veut dire, parce que comme on l'entend souvent, eh bien, bon, on a vu nos façons de faire, reformage plus de capture, électrolyse, gazéification. Bon, là, les petits pointillés, c'est l'hydrogène naturel. On mélange tout ça. Ça va où? Ben, ça va vers, soit on utilise directement l'hydrogène pour faire de la chimie. Donc ça, c'est le power to industry. Soit on va l'utiliser avec du gaz naturel pour faire ce qu'on va appeler du power to gas, c'est-à-dire qu'on va mélanger un peu d'hydrogène avec du gaz et ça nous fera un gaz qui aura un peu plus d'énergie, hein, puisque là, pour chaque kilo de ce nouveau gaz, il y aura plus de kilowattheures énergétiques fournis qu'avec. Alors, pour l'instant, on a tout un réseau de gaz en France. Ce réseau de gaz, il a été fait pour le méthane. Il n'a pas été fait pour l'hydrogène. Et le problème, c'est qu'il n'est pas du tout capable de se transformer en réseau de gaz qui ferait l'hydrogène. Parce que là, les fuites d'hydrogène seraient très, très importantes. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on dit, on peut quand même peut-être faire un petit peu de mélange et ça nous permettrait d'améliorer un petit peu la trace carbone et puis ça nous intéresserait aussi parce que ça nous permettrait de donner plus d'énergie quand on va avoir des difficultés à trouver du gaz. Parce que là aussi, les approvisionnements de gaz, vous vous souvenez la boîte de gauche du premier slide, là, hein, on pioche dans un stock qui n'est pas infini et peut-être qu'il y en aura moins demain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le power to gas. Après, eh bien, power to power, c'est quand on va utiliser l'hydrogène directement pour faire avancer des véhicules ou pour faire tourner des machines. Parce que ça peut être dans des usines où on va faire tourner des grosses machines, mais ça peut être aussi sur des véhicules. Et là, on va le faire en utilisant ce qu'on va appeler une pile à combustible et on reviendra un petit peu pour expliquer les fondamentaux de la pile à combustible. Mais on peut aussi transformer l'hydrogène pour refabriquer des gaz, voire des carburants. Si on manque de carburant, parce qu'il n'y a plus de pétrole, on pourrait faire. C'est ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait les gazogènes. Et les gazogènes, ils ont utilisé des procédés comme ça pour justement faire des gaz qui permettaient de faire de la mobilité. Parce qu'en fait, c'est tout à fait possible d'utiliser de l'hydrogène dans un moteur à explosion. Ça marche très bien. Il faut juste que le moteur à explosion soit un petit peu différent au point de vue de son injection. C'est pareil. Aujourd'hui, il y a des voitures à gaz. Les voitures à gaz, en fait, le moteur, il est un peu comme le moteur à essence. La seule chose, c'est que soit le carburateur, soit les injecteurs sont réglés de façon un petit peu différente et il y a des transformations à faire. Bon, puis surtout, il y a surtout le réservoir qui doit être différent parce que c'est là qu'est le vrai problème des voitures à gaz et des voitures à hydrogène. C'est le problème du réservoir qui n'est pas du tout de même nature parce que, eh bien là, on n'est pas à un produit qui peut rester tranquillement à pression atmosphérique dans une plage de température très importante, tranquille dans un morceau de plastique. Là, il faut des bonbonnes qui sont des bonbonnes extrêmement costauds. Et puis, donc ça, c'est le power to mobility et power to power, c'était donc dans les usines, avoir aussi des ressources d'énergie pour faire tourner des machines dans les usines. Donc voilà un petit peu ce dont vous entendrez souvent parler, ces fameux power to gas, etc. Et vous verrez un petit peu ce que ça veut dire. Alors, je vais prendre l'exemple de la voiture à pile à combustible. Donc, une pile à combustible, qu'est-ce que c'est?
C'est donc, on a un réservoir d'hydrogène, on va envoyer cet hydrogène dans l'anode, on va avoir des sandwichs en fait, on va avoir un nombre important en fonction du voltage qu'on voudra en sortie, on va enchaîner plein de sandwichs. Et dans chaque sandwich, il est constitué d'une anode dans laquelle arrivera de l'hydrogène, au milieu d'un électrolyte, c'est là où se fait l'électrolyse, l'anti-électrolyse en fait, et puis une cathode qui sera alimentée en air, donc on prélèvera l'oxygène, et à la sortie, ça fera de l'eau et de l'électricité. Donc là, c'est l'inverse finalement de l'électrolyse. Une pile à combustible, c'est l'inverse de faire une électrolyse. Au lieu de partir d'électricité pour obtenir du gaz, on part du gaz pour faire de l'électricité. Alors, la pile à combustible, elle a un gros inconvénient, c'est que il faut un catalyseur pour faire ça, et que ce catalyseur, jusqu'à maintenant, c'était du platine, et que vous savez que le platine, il n'y en a pas beaucoup sur Terre, et surtout, il est très, 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 très cher. Et moi, j'ai eu la chance de conduire deux voitures à combustible, deux voitures à pile à combustible il y a une vingtaine d'années, et chacune des voitures valait plus de 5 millions de dollars. Donc, et on disait il y a 20 ans, on disait, oh oui, mais ça, dans 10 ans, ça va baisser beaucoup, ça va baisser énormément, et il y aura déjà, en 2010, il y aura déjà 10 millions de voitures à pile à combustible sur la Terre. Bon, on en est, je crois, à 33 000 aujourd'hui. Donc, attention, c'est pas facile. Ce que vous voyez aussi sur cette voiture qui est intéressant, c'est les deux trucs jaunes, là, le 4, le 5 ici, puis le truc qui est derrière. Ben, ça, c'est les fameuses bonbonnes. C'est les fameuses bonbonnes à oxygène qui sont gonflées à des pressions très élevées. Et ces bonbonnes, ben, il faut qu'elles soient bien protégées parce qu'en cas de choc, ça peut mal se passer. Donc, c'est quand même des bonbonnes qui sont pas du tout faciles à fabriquer, qui coûteront très cher. Donc, la voiture à pile à combustible, ne l'attendez pas comme voiture d'entrée de gamme dans les 30 ans qui viennent. Ça n'existera pas. En fait, les voitures à pile à combustible, ça va être utilisé beaucoup plus sur des flottes, à des endroits bien particuliers. Mais ce sera pas, ou une voiture de gens qui ont plein d'argent et qui veulent dire qu'ils ont une voiture à pile à combustible. Ça, c'est possible aussi. Il y en a. Mais n'attendez pas les voitures à pile à combustible dans les 15 ans qui viennent, 20 ans qui viennent, à un prix accessible. Et en fait, moi, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez que ça n'arrivera pas. Ce sera réservé. Pareil pour l'utilisation de la pile à combustible pour les camions, parce que c'est possible. Il suffit de faire des piles à combustible plus grosses avec beaucoup plus de sandwichs, hein, c'est tout. On augmente la tension et puis voilà, comme on fait. Mais là, attention, la pile à combustible, c'est quand même pas un truc facile à gérer. En plus, c'est un peu délicat aussi par le fait que c'est quand même assez sensible aux températures. Ça n'aime pas du tout les températures froides. Moi, je m'en souviens quand je l'avais essayé, on avait eu plein de problèmes de démarrage parce qu'il avait fait très froid le matin et on n'arrivait pas à démarrer la voiture. Donc, en fait, il y a une batterie dedans pour chauffer le truc pour arriver à la faire démarrer. Donc, c'est encore, enfin, c'est quand même pas simple, quoi. Et finalement, on aura sans doute des rendements aussi bons en faisant de l'injection directe d'hydrogène dans un moteur classique. Ça ne demandera pas de bouleverser l'industrie automobile et on aura des rendements qui seront pas si mauvais que ça. Je crois que c'est la question qui vient d'arriver à l'instant, qui était la suivante. Et les moteurs à combustion classique à l'hydrogène? Voilà. Quel est le rendement d'une pile à combustible? Et c'est la suite. Eh bien, on va y passer, tiens. Voilà. Il y a une autre question avant, mais tu la traiteras peut-être après, on la prendra après. Bon, ben voilà. L'ordre de grandeur du rendement d'un véhicule à pile à combustible. J'imagine que j'ai rentré 60 kWh d'énergie au début, pour faire une électrolyse. Donc, j'ai 60 kWh électriques que je fais. Déjà, l'électrolyse m'en enlève 23. Ah. Et puis ensuite, il faut que je comprime. Ça m'en enlève encore 3.
je me retrouve avec 1 kilo à 33. Vous vous souvenez, au début de 33, 34, c'est 1 kilo d'hydrogène, ça. Hein. Donc, je suis parti de 60 kWh qui, normalement, était 2 kilos d'hydrogène, pas tout à fait, et je me retrouve qu'avec 1 kilo d'hydrogène. Et puis ensuite, il faut ici que je le monte à 350 bars pour le mettre dans ma voiture. Et là, je vais perdre encore 17 kWh juste pour ça. Et puis, les pertes de la pompe de la pile à combustible. Et puis ensuite, les pertes de l'onduleur et tout ça. Et finalement, je me retrouve avec un rendement sur toute la chaîne qui n'est seulement de 22%. Donc, partir d'une solution où finalement, j'ai de l'hydrogène. Cet hydrogène, je pars d'ici. Au lieu de le faire par électrolyse, je le fais par les méthodes plus classiques. Je vais avoir ici donc les mêmes pertes et tout ça, mais si je le fais dans un moteur thermique, je vais perdre un petit peu ici, mais pas beaucoup. Et en fait, il y a des exemples qui montrent qu'on est avec des rendements pas très lointains entre une pile à combustible, on l'annonce toujours à 60% de rendement sur les phases finales ici, mais en réalité, elle est plutôt, ça c'est les bons jours où il fait suffisamment chaud, ou ceci, cela. C'est comme pour les batteries, hein, les kilométrages des batteries de véhicules électriques qu'on nous annonce, on sait très bien que ça dépend beaucoup de la température extérieure. Et là, on arrive finalement à des rendements qui sont pas très bons. Donc, la voiture thermique, je vous prends un exemple ici, c'est les moteurs diesel, hein, c'est un moteur de type diesel, et donc haute pression, injection directe. Alors, ce qu'on fait, ça va pas coûter cher parce qu'on n'aura pas besoin du platine, on n'aura pas besoin des catalyseurs extraordinaires, on n'aura pas besoin, alors on aura quand même besoin des réservoirs d'hydrogène, hein, donc ça, il faudra les payer quand même. Hein. Mais ça n'émettra pas de CO2, bien sûr, si l'hydrogène est propre, et donc, ce sera beaucoup moins cher que les pompes à chaleur et pour des rendements proches. Alors là, vous voyez, ils ont fait du bleu pour la combustion d'hydrogène. Bon, enfin, c'est de la couleur mais normalement, ce sera incolore. Par contre, ils ont fait du jaune et ils ont raison parce qu'en fait, il y aura toujours un tout petit peu de méthane qui sera mis dedans aussi pour lancer la combustion. Et donc, il y aura une très faible quantité de méthane dans ce type de moteur qui principalement aura son énergie qui vient de l'hydrogène, mais il aura besoin d'un petit peu de méthane quand même avec. Mais c'est une solution qui sera sans doute aussi élégante et qui évitera qu'on casse toutes les usines de moteurs, qu'on casse tous ces trucs-là. On pourra même, je pense, il y a des camions diesel où on pourra très bien modifier assez peu de choses dans le moteur pour arriver à faire ça. Donc là, je pense que on a une solution qui est quand même intéressante à regarder. Hein, de vouloir absolument le truc merveilleux qui dit c'est bien, mais quelquefois il faut garder les pieds sur terre, quoi. Je voulais juste prendre un petit moment aussi pour vous dire c'est très bien cette transition, mais est-ce qu'on aura les matériaux pour le faire? Parce que tout ce qui est électrique, ça va demander du cuivre. Et le cuivre va avoir une criticité très élevée sur les décennies à venir. On va vraiment manquer de cuivre. Pour vous donner aussi un ordre de grandeur sur le cuivre, aujourd'hui, on doit déplacer 1 tonne de minerai pour récupérer 600 grammes de cuivre. Donc, on prend 1 tonne de minerai, il faut le laver, il faut le broyer, il faut etc., etc. Tout ça pour récupérer moins d'1 kilo de cuivre. Donc, c'est beaucoup sous tension. C'est un matériau qui est beaucoup sous tension et la transition énergétique vers les voitures toutes électriques va faire consommer beaucoup de cuivre. Une Tesla Model S, c'est 250 kilos de cuivre à bord, avec les batteries et tout ce qui est moteur, des gros câbles, parce que quand on a des trucs qui fonctionnent avec du 400 volts, etc., en continu, ça demande pas des petits fils électriques qu'on a chez nous, là, hein. Ça demande des fils électriques qui sont costauds. Donc, je vous dis 250 kilos pour une Tesla Model S. Donc, là, attention, on va avoir des journées difficiles sur
le cuivre et sur le cobalt. Ce sont les deux métaux qui ont vraiment la criticité la plus forte. Nickel et lithium, criticité moyenne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils ne parlent pas des terres rares? Ben, en fait, les terres rares, elles ne sont pas si rares que ça. Et les terres rares dont on parle beaucoup, en fait, il y en a pas mal sur la planète. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est la Chine qui avait pris en quelque sorte le monopole des terres rares, mais il y en a beaucoup ailleurs et il n'y aura pas de problème. C'est pas sur les terres rares qu'il y aura beaucoup de problèmes. Si vous avez envie de creuser ce domaine-là, je vous conseille absolument une vidéo de Emmanuel H-A-C-H-E, qui est vraiment excellente pour comprendre ces problèmes-là. C'est quelqu'un qui travaille à l'Institut français du pétrole, IFP, Énergie Nouvelle, et vraiment sur les problèmes comme ça, il y a des vidéos sur Internet qu'il a fait qui sont remarquables. Et vraiment, on comprend très bien tous ces problèmes. Et justement, il insiste beaucoup sur le fait de dire les terres rares, elles sont pas rares. Donc, attention le cuivre, attention le cobalt. Là, ça va devenir extrêmement. Et puis aussi, c'est ça, la disponibilité de l'eau et de l'énergie pour extraire les matières premières, parce que c'est bien joli, quoi. Prendre une tonne, la casser en morceaux pour arriver à moins d'1 kilo, ça dépense beaucoup d'énergie et ça dépense beaucoup d'eau. Pour vous donner aussi là un exemple, dans le désert d'Atacama, où il y a beaucoup de mines sur la cordillère des Andes, eh bien, ils ont construit sur le front de mer une centrale de désalinisation d'eau de mer qui fonctionne au charbon, et c'est Engie qui la sponsorise, Engie qui est tout bleu, hein. Engie, ils ont des trucs, on est bleu. Eh bien, ils ont une centrale au charbon là-bas, et avec cette centrale au charbon, ils dessalent l'eau de mer, et ils envoient cette eau qui a été dessalée vers tous les endroits où on extrait du cuivre, toutes les mines de cuivre, justement, parce qu'il n'y en a plus d'eau là-bas. De toute façon, dans le désert d'Atacama, il y a des endroits où on ne se souvient pas quand il a plu la dernière fois. Donc, le problème de l'eau est très important. Donc, on aura des problèmes, cette transition énergétique, il y aura des problèmes de matériaux et il y aura aussi des problèmes de disponibilité d'eau et d'énergie pour extraire les matières premières. Ah, allez, un petit calcul là pour voir si on est encore assez réveillé. Peut-être juste avant, il y a des questions en rapport avec ce que tu viens d'évoquer. Ah bon, alors on revient. Oui. Voilà, s'il te plaît. Notamment la dernière, c'est une réflexion une réflexion en Allemagne. Des véhicules roulent depuis au moins 30 ans à l'hydrogène. Il n'y a rien à tester. On sait faire un moteur à explosion qui utilise de l'hydrogène. Ce qui est compliqué, c'est le produire, le stocker et le transporter. Eh bien oui, je partage tout à fait. Alors, j'ai eu l'occasion aussi, il y a une vingtaine d'années, en même temps, là où j'avais essayé les autres, de conduire des BMW, il y a 20 ans, des BMW qui avaient un moteur BMW tout à fait classique, mais avec une injection un peu différente. Et avec cette voiture, eh bien, on fonctionnait à l'hydrogène. Alors, bien sûr, il y avait les roses bonbonnes dans le coffre qui nous mangeaient la moitié du coffre, mais autrement, ça fonctionnait très, très bien. Ça fonctionne très bien. Et c'est pas du tout nouveau, quoi. Hein, c'est connu depuis longtemps. Et il y a une autre question similaire, enfin très proche. Pourquoi aucun constructeur automobile ne teste le moteur à explosion alimenté avec de l'hydrogène? Bah si, enfin BMW s'est beaucoup intéressé à ça. Hein. Pour moi, c'était celui qui était le plus en avance là-dessus. D'accord. Et alors, pour éponger les questions qui étaient arrivées, elle est encore en lien avec la pile à combustible. Est-ce qu'il y a quel est le rendement d'une pile à combustible? Alors, on l'a vu tout à l'heure, ça. Hein, on a vu le rendement de toute la chaîne, on arrivait à 22%. C'est ça. Et après, quelle est la durée de vie? Alors, la durée de vie, je crois qu'on n'a pas suffisamment de recul par rapport à ça. Mais c'est pas inquiétant. La durée de vie de la pile, le problème de la pile à combustible, c'est pas trop sa durée de vie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces en mouvement. Donc ça s'use pas. Et bon, après, il y a l'électrolyte, la dégradation de l'électrolyte qui peut être un facteur.
bon, on n'a pas suffisamment de recul, mais je vois pas, pour moi, j'ai pas l'impression que ce sera ça un des problèmes majeurs qui ferait que la pile à combustible. Ce qui est plus embêtant, c'est ces histoires c'est embêtant s'il fait froid, s'il fait trop chaud, etc. Enfin, le réglage de la pile à combustible, il est pas simple, hein. Il est pas simple du tout. Et ensuite, par rapport aux matériaux dont tu disais qu'ils étaient potentiellement rares, enfin, est-ce que le manque de cuivre est plus important que le manque de cobalt et de lithium? Alors, oui, ben, c'est ce que j'ai écrit ici, hein. C'est bon, la criticité élevée, c'est cuivre et cobalt. Ça, c'est vraiment ce qui va être le plus tendu en 2030. En 2030, ça va être très tendu, le cuivre et le cobalt. Et le lithium, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup sur Terre. Le lithium, ça va. Pour les batteries, c'est pas ça. Il y aura un peu de criticité parce qu'il faudra organiser tous les trucs, mais c'est pas ce qui sera le plus embêtant. Je reviens juste un mot sur la pile à combustible. Je pense que la pile à combustible aurait beaucoup plus d'intérêt sur des gros modèles fixes et non pas mobiles, des gros modèles dans des usines. Il y a peut-être là des applications intéressantes, en particulier sur des endroits où il n'y aurait pas la disponibilité de réseau électrique. Là, la pile à combustible, je pense, peut avoir un rôle à jouer qui est intéressant. Il y avait une question complémentaire, enfin comparative par rapport au cuivre. Quelle est la quantité de cuivre qu'on trouve dans une éolienne? Oh, j'ai pas le chiffre en tête là. Désolé, je sais pas. Mais c'est significatif, hein, c'est très significatif. Déjà les fils, hein, qu'il faut monter et descendre. Hein. Parce que là, on répartit beaucoup les choses. Ça fait beaucoup de fils électriques et puis mais j'ai pas le chiffre. Hein, je sais pas. Ok. Du coup, tu me repasses la main pour que je puisse. Ah oui. Alors, pour repasser la main, c'est ici maintenant. Mets la diapo qui concerne la question que tu veux poser. Ah oui, c'est vrai. Oui. Merci. Hop, tu y étais. Hop, ici. Voilà. Combien faudrait-il ajouter d'éoliennes au parc actuel en France de 6000 éoliennes si on voulait remplacer les 40 millions de tonnes de pétrole que l'on consomme chaque année en France? Donc aujourd'hui, nous avons 6000 éoliennes en France. Certains trouvent que c'est pas assez, d'autres trouvent que c'est trop. Mais si on voulait remplacer les 40 millions de tonnes de pétrole par des éoliennes qui feraient de l'électricité, puis de l'hydrogène, et l'hydrogène qui irait dans des piles à combustible ou dans des moteurs de voitures ou dans des moteurs de camions ou tout ce qu'on utilise avec eux. Combien il faudrait d'éoliennes? Alors, je te passe, alors attends, c'est ici, nommer animateur, voilà, c'est bon, je pense que c'est toi qui as la main maintenant. Alors, sondage, et c'est la question numéro 4, hein, c'est ça? Oui. Voilà, vous devez la voir maintenant en face de vous. Alors. C'est bon? On a 26 réponses sur 37. Oh, ben c'est pas mal déjà. Ça arrive. Voilà. Allez, encore un petit effort. On dit que c'est bon? Ouais. Alors, on met fin et je vous partage les résultats que vous devez voir. Ah, non, quand même, non. Non, là, non. Là, vous y allez trop fort, quand même. Non. C'est beaucoup, mais c'est pas autant que ça. En fait, c'est la deuxième réponse qui est la bonne. Ce serait 90 000. Donc, ce qui est déjà quand même un chiffre significatif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Aujourd'hui, on en a 6 000. Passer à 90 000, on en verrait partout, quoi. Ou alors, si on les met que sur la mer et qu'on est loin de la mer, quoi. Mais quand même, les pêcheurs vont pas être contents, hein, si on fait ça. Hein. Donc, vous voyez quand même l'ordre de grandeur, c'est énorme. Et le coût de cette transition serait absolument colossal. C'est pour ça que des solutions comme l'hydrogène obtenu avec du méthane ou du biogaz demain, aussi on pourra faire avec du biogaz, parce que ce qu'on fait avec le biogaz, c'est aussi du méthane. Enfin, on pourrait, et si on fait la capture du CO2,
on arrivera à des solutions sans doute beaucoup plus raisonnables que de mettre 90 000 éoliennes en France, quoi, hein. Parce que là, trouver les endroits où on pourra mettre toutes ces éoliennes, où ça ne gênera pas les riverains par le bruit, etc. Et puis les oiseaux, et les problèmes des oiseaux, tous les passages des oiseaux. Enfin, parce que là encore, hein, sur mes 3 boîtes du début, l'éolienne, elle est bien sur le côté CO2, hein, elle est pas mal. Enfin, elle est par contre sur la boîte du milieu biodiversité, c'est pas gratuit là, la facture, hein, les oiseaux, etc. C'est embêtant quand même là, hein. Et sans compter après sur la santé humaine, ceux qui habitent pas très loin, il y en a quand même qui se plaignent, qui ont des problèmes par rapport à ça. Donc la boîte du milieu, elle n'est pas non plus extraordinaire. Donc moi je pense pas qu'on voudrait avoir 90 000 éoliennes en France, ça m'étonnerait, à part si on est vendeur d'éoliennes. Ok, alors tu me redonnes la main? C'est fait, normalement. Ok, voilà. Bon, un petit chiffre aussi, je voulais vous donner, hein, le rendement de stockage de l'électricité intermittente par des solutions hydrogène, aujourd'hui, il est estimé entre 20 et 30% contre 70% pour les batteries. Donc, vous voyez, faire toute une chaîne hydrogène parce qu'on dit on va stocker sous forme de gaz. Ce gaz, ensuite, il faudra le transporter, etc. Et puis, on va le mettre ensuite dans des voitures ou ça. Eh bien, finalement, le rendement est bien meilleur pour les batteries. Alors, les batteries, bien sûr, il nous faut du lithium, il nous faut des choses, il nous faut du cuivre, il nous faut tout ça. Mais il nous en faut aussi pour les solutions d'électrolyse. Donc, on voit quand même qu'il y a une compétition, vouloir partir plein pot sur l'hydrogène en disant on oublie les batteries. Moi, je pense que de toute façon, pour les voitures, les petites voitures à faible rayon d'action, il faut surtout pas passer à l'hydrogène, il faut rester aux batteries. Des batteries, une énergie nucléaire, là, pas de CO2, et ce sera tout à fait jouable. Par contre, faire les solutions avec des solutions intermittentes, stocker l'hydrogène, transporter l'hydrogène, mettre des gros bonbonnes et tout ça, ça va coûter extrêmement cher. C'est une révolution complète qui va coûter très très cher. Autre ordre de grandeur aussi, je voulais partager avec vous, remplacer la centrale de Fessenheim, c'est 4000 éoliennes. Et surtout, une très grosse capacité de stockage, parce que même si on arrive à produire dans une année la même quantité de kilowattheures avec 4000 éoliennes que ce que faisait dans une année la centrale de Fessenheim, avec les 4000 éoliennes, il faut disposer d'une très grosse capacité de stockage parce que on ne produit pas la même quantité quand on veut et où on veut et comment on veut. Donc là, voilà un ordre de grandeur que je voulais vous donner. C'est quand même très significatif. 4000 éoliennes, c'est les 2/3 de ce que l'on a aujourd'hui en France. Troisième chose, si on voulait prendre tout l'hydrogène, vous savez, en France, alors je vous ai donné les chiffres du monde, 100 millions de tonnes, la France c'est 1 million de tonnes dans ces 100 millions. Mais la proportion en France, il y a très peu de charbon pour faire de l'hydrogène, il y a beaucoup de gaz et un petit peu de pétrole. Si on voulait tout ce qu'on produit aujourd'hui comme hydrogène, pour toutes les applications qu'on a vues, sans prendre en compte les nouvelles applications qu'on pourrait avoir avec nos voitures et tout ça. Eh bien, si on voulait remplacer par l'électrolyse tout l'hydrogène qu'on fabrique aujourd'hui par les méthodes carbonées, eh bien, il faudrait 7 fois la capacité électrique française. En France, on produit 500 TWh d'énergie chaque année. Eh bien, 5 x 7, 35, ce serait 3500 TWh. Donc, on a 50 blocs nucléaires pour faire ça. Il faut multiplier par 7. Vous voyez les ordres de grandeur, là. C'est pour ça qu'il faudra vraiment se poser la question, est-ce bien raisonnable de vouloir jouer le vert, parce qu'on n'aura peut-être pas la capacité pour le faire. Donc, finalement, on en revient toujours aux meilleurs investissements qu'on peut faire pour la transition écologique. C'est d'abord le thermostat, pas plus de 17. C'est de mettre 2 pulls au lieu d'un, si c'est nécessaire.
c'est d'avoir une bonne couette. Ça, c'est les rendements, ça, c'est facile à faire. Ça coûte pas très cher, ça, par rapport à tout ce dont on a discuté. Mais c'est aussi l'isolation des logements, des bonnes VMC. C'est une pompe à chaleur, parce que les pompes à chaleur, ça, c'est quand même, ça travaille quand même, c'est quand même un des seuls trucs qui nous fournit plus d'énergie que ce que lui on donne. On lui donne une quantité d'énergie, il nous en restitue 3 ou 4 fois plus. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis, bien sûr, des vélos pour les petits trajets et puis des voitures plus légères. Donc, attention aux chimères de la super high-tech. Il nous faudra de la high-tech pour certaines applications, mais il faudra aussi savoir combiner la high-tech avec de la low-tech, parce qu'en fait, on ne trouvera pas toutes nos solutions uniquement dans la high-tech. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci Dominique. Alors, peut-être qu'avant d'ouvrir le micro et de laisser les gens poser des questions, une petite remarque. D'abord, je pense que j'ai presque tout compris. Donc, c'est un indicateur. Pendant que tu parlais, notamment sur les dernières 10-15 minutes, il y a eu beaucoup d'échanges en parallèle sur la boîte de discussion. Il y a quelques questions, mais il y a aussi beaucoup de commentaires ou de réponses entre les différents participants. Donc, on ne va peut-être pas tout relayer, parce que quand ce sont des appréciations, bah, tout le monde peut les voir en direct en regardant la boîte. Il restait quand même une ou deux questions. Peut-être qu'on va réenlever enfin, je ne sais pas comment vous gardez la page de… Non, on peut l'enlever, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, bon, je fais l'impasse sur les commentaires qui sont intéressants, hein, mais que tout le monde peut voir en regardant la page de discussion. Je remonte parce que là, il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, c'est aussi des choses que tu peux voir. Alors, combien de centrales nucléaires nécessaires? Ça, tu viens de… Alors, tu n'as pas répondu pour le parc tel que c'était parlé, mais tu as répondu déjà là, à travers l'avant-dernière diapo. Une question de Marc Loïs. Oui. J'ai entendu dire que le parc éolien n'était utilisé qu'à 15% actuellement. Vrai ou faux? Alors, c'est faux, mais c'est pas très loin de ça, c'est plutôt 20%. Alors, c'est pas utilisé à 20% de son temps. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que si on prend une éolienne de 1 mégawatt, et si elle tournait toute l'année en fournissant 1 mégawatt, ça ferait 100. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, au lieu de produire 100, parce qu'on dit, elle fait 1 mégawatt, ça ferait le temps, eh bien, elle va fournir que 20% de ça. Des choses qui sont intéressantes à avoir en tête, parce que ça, on s'en rend pas compte. Quand on voit tourner les éoliennes, une éolienne qui tourne 2 fois moins vite, c'est 8 fois moins de puissance fournie, parce que c'est proportionnel au cube de la vitesse de rotation de l'éolienne. Donc, vous voyez, on divise par 2 la vitesse d'une éolienne, on ne sait pas très bien, eh ben, on a divisé par 8 la puissance qu'elle fournit. Et c'est pour ça qu'avec toute l'intermittence qu'il y a, avec les différentes puissances qu'il y a, c'est très rare qu'elle soit à pleine puissance. Et donc, sur une année, moyennée sur une année, eh bien, une éolienne, alors ça dépend des endroits où elle est, hein, si elle est dans des endroits très ventés, si elle est vraiment, mais en moyenne, on sera à 20%. Donc, ça veut dire que si un réacteur nucléaire, il sera à 70%. Si on mettait la même puissance installée éolienne que de la puissance installée pour les centrales nucléaires, bah, ça marcherait pas, parce on passerait de 70 à 20. Donc là, ça marcherait pas du tout. Donc, il faudrait mettre au moins 3 fois plus pour avoir l'équivalent. Avec le problème de l'intermittence, hein, et que c'est pas pilotable. Les éoliennes ont suscité beaucoup de questions. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on fasse quelque chose sur les éoliennes, d'ailleurs. Peut-être, ce serait bien, Dominique, si tu quittais le partage d'écran, on verrait davantage les… Oui, tout à fait, j'aimerais bien, oui, c'est où ça? Arrêter. C'est que je te redonne la main? Si tu veux, aussi. Mais il faut que tu arrêtes le partage d'écran pour ça.
Après, je vais relayer une question C'est d'Aurélie. bon, je pense que j'ai plus l'écran là, c'est bon? S'il y est toujours. Ah, Ça y est, c'est bon, c'est Ça y bon. est, C'est super. bon. Alors, je reviens. Je voulais relayer une question. Il faut que je la retrouve là, parce que maintenant, j'ai perdu mon truc. Voilà. Relayer une question d'Aurélie. Tagadagadac. Oula, où est-ce que il faut que je remonte là? Non, où est-ce que j'en suis? Pof, pof, pof. Voilà. Est-ce que les éoliennes sont utilisées aujourd'hui plutôt pour faire de l'électrolyse, enfin l'énergie des éoliennes, ou est-ce que c'est plutôt une utilisation directe de l'énergie sans passer par la case transformation en hydrogène? bah, si, on a un réseau électrique et ce réseau électrique, il est tout mélangé. Donc, en fait, on n'a pas ça fournit des kilowattheures et ces kilowattheures, ils vont dans le réseau. Donc, ils sont pas dédiés. Alors, il y a, je crois, s'il y a des endroits où il y a des éoliennes qui sont réservées à des applications bien particulières, mais la grande majorité des éoliennes qu'il y a en France, parmi les 6000, c'est des éoliennes qui rentrent dans le réseau et qui sont gérées au milieu du réseau. Donc, ceux qui nous vendent en disant qu'on vous vend de l'électricité verte, en fait, ça ne veut pas dire que ce qui arrive chez nous est nécessairement toujours 100% du temps issu d'une éolienne ou d'un panneau photovoltaïque. Il n'y a que quelques applications bien particulières pour ça. Non, c'est tout mélangé, ça. C'est tout mélangé. Et puis, je vais terminer dans le relais des questions. Attends, Philippe, parce que Aurélie disait que c'était pas ça sa question, en fait. Et je lui ai suggéré qu'elle prenne le micro pour la poser Voilà, c'est ce que j'allais. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Je vais terminer en passant le micro, et parce que je crois qu'il y a aussi une question de Nicolas que je ne comprends pas très bien, moi, et donc le mieux, ce sera qu'il la pose. Mais Aurélie peut poser sa question, alors, en effet. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Je précise ma question parce qu'elle remontait un peu plus précédemment dans la présentation, donc du coup, voilà, j'étais plus trop raccord avec le moment, mais ma question, c'est quand vous présentez des chiffres d'éoliennes nécessaires à installer, je n'ai plus ce chiffre-là en tête, mais est-ce que c'est ce nombre d'éoliennes, alors qui est de 90 000, c'était dans le petit quiz, oui. est-ce que c'est quand on prend l'électricité produite directement par ces éoliennes ou c'est en chiffrant en fait cette source d'électricité provenant d'éoliennes comme étant une source ensuite de production d'hydrogène? Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Alors, en fait, non, c'était pas ça du tout. En fait, c'était, il faut que je reprenne la question. Ici, il faut que je revienne. Attendez, parce que je trouve que du coup, je recherche la page. En fait, c'était pas lié à ça. Où est-ce qu'elle est la page? Alors, je ressors. Je peux lire la question. Il faut que je retrouve La question, c'était combien faudra-t-il ajouter d'éoliennes au parc naturel des îles pour remplacer les 40 millions de tonnes de pétrole consommées chaque année en France? Oui, mais c'est ça. Donc c'est uniquement pour les 40 millions de tonnes de pétrole. Donc, on dit, j'ai 40 millions de tonnes de pétrole qui sont utilisées en France. Si je veux remplacer ça, combien il me faudrait, si je voulais remplacer ça uniquement par des éoliennes, combien je devrais installer d'éoliennes? Et donc, la réponse, c'est de dire, c'est pas pour l'électricité qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour les 500 TWh d'électricité du mix français qui est à 70% nucléaire, 15 et 17% énergie renouvelable et puis le reste. Et non, c'est pour dire, il y a du pétrole, il y a des hydrocarbures là qu'on utilise en France, en particulier pour les voitures, les camions et tout ça. Si ça, je voulais le remplacer par une solution hydrogène, eh bien, combien une solution hydrogène à partir d'éoliennes, combien il me faudrait d'éoliennes? Eh bien, il en faudrait 88 000. Ok. Est-ce que là, ça répond à la question? Tout à fait, c'est beaucoup plus clair, je vous remercie. Ok. Il est 22h20, Dominique. Je propose, on essaye en général de ne pas dépasser 2 heures, parce que quand on est en visio, 2 heures, ça commence à faire long. Je propose qu'on prenne 10 minutes, un quart d'heure, qu'on se donne, s'il y a des gens qui veulent poser des questions encore.
Bon, s'il Voilà. y en a qui veulent partir, ils peuvent partir aussi. Hein, Bon, après, là, les gens font, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres questions qu'on a mal relayées, comme je l'avais fait avec la question d'Aurélie, ou d'autres qui arrivent. Hein, Oui, ouais, alors si je peux me permettre, du coup, il y avait, oui, parce que c'est pas facile en fait, hein, les questions vont au fil de la présentation, etc. Enfin, d'abord merci déjà pour une présentation objective sur un sujet d'importance, parce que moi je suis le sujet sur plus un aspect mobilité en fait, hein, de l'hydrogène, mais bon, il y a le gaz, etc. Et la majeure partie du temps, ce qu'on peut voir, c'est des lobbies qui organisent, etc. Donc c'est compliqué. Euh, ouais, il y avait une question qui était sur, donc là sur l'hydrogène en l'occurrence, l'électrolyse. On se targue en France effectivement d'avoir du nucléaire, donc maintenant c'est un vecteur décarboné d'énergie. Et voilà, donc on parle d'électrolyseurs, mais sur la mobilité aujourd'hui aussi, on voit que donc c'est sur le tout électrique, hein, donc les constructeurs arrêtent le diesel, etc., etc. Et donc sur les consommations réseau, ça commence à devenir compliqué. Enfin, c'est la question en fait. Hein. Donc, moi, j'ai vu un rapport de RTE sur la mobilité, donc en disant que le réseau pouvait, sur différentes projections, donc pour 2040, de 15 ou 16 millions de véhicules électriques pouvaient encaisser la consommation à condition de pilotage, mais on parlait pas là-dedans d'hydrogène et d'électrolyseurs, parce que les électrolyseurs, c'est assez énergivore aussi. Donc voilà, en fait, pour l'instant, moi, j'ai pas vu d'études en fait qui couplaient les deux. Consommation véhicule électrique plus électrolyseur pour faire de l'hydrogène. Alors, il y en a, il y a une étude qui a été faite justement IFP Énergie Nouvelle. Il y en a une aussi qui est intéressante, c'est l'étude, mais c'est une étude au niveau mondial de l'Agence internationale de l'énergie. Ça s'appelle The Future of Hydrogen, qui est une étude intéressante et qui aborde ces sujets-là. Qu'est-ce que j'ai encore comme référence? Il y a un certain, on peut trouver un peu de matière là-dessus. j'ai une question pendant que d'autres peuvent en préparer. Hein. Moi, j'ai une question. Quand on a commencé à avoir eu envie de faire quelque chose sur l'hydrogène, j'étais très interpellé par tout l'argent public qui partait sur l'hydrogène. Alors, à travers ton exposé, j'ai bien compris les difficultés que ça posait, l'intérêt que ça pouvait poser sur un plan environnemental, mais avec tous les freins que tu évoquais. Est-ce que, peut-être avec un regard un peu naïf de ma part, est-ce que cet argent qui va en partie à la recherche, a priori, ne peut pas permettre justement de faire progresser les manières de faire pour avoir moins de freins, pour lever certains freins, voilà. Mais c'est certain qu'il y aura des progrès de réalisés. Il y aura des nouvelles voies qui sortiront de ça. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait, attention, on ne va pas comme ça faire une transition très rapide sur ce sujet-là. Il va falloir garder de la sobriété sur les trois fondamentaux aussi. Sobriété, efficacité, renouvelable, ça reste des piliers qu'il faut garder en tête, et on pourra pas tout faire, tout transformer comme ça, une industrie complète et tout. Donc il y aura des progrès, oui, c'est vrai, il y aura des applications, mais bon, enfin, je vais prendre un exemple un petit peu différent pour montrer. J'étais assez choqué récemment par les propos du patron de Renault qui disait vous vous rendrez compte, nous on est bien, on est vert et tout ça parce qu'on va limiter les vitesses de la voiture à 180 km/h. C'est complètement déraisonnable. Enfin, il pense qu'il va séduire en disant ça, alors que en fait on fabrique des voitures de plus en plus lourdes qui consomment de plus en plus d'énergie. Donc là, il faut arrêter les bêtises, quoi. D'autres questions? On rebondit ta question en même temps que tu l'as posée, Philippe. Il y a quelqu'un qui posait une question qui, me semble-t-il, est très similaire.
Je la lis, c'est la gouvernance des 7 milliards de subventions dont Dominique a parlé au début. Est-ce que ça donne confiance? Est-ce que ça permet de garantir que les priorités sont bien gérées? Ben, il y a, je crois, comment on appelle ça, il y a l'équivalent du Haut Conseil pour le climat pour l'hydrogène aussi, quoi. Il y a en France, là, je me souviens plus du nom, comment ça s'appelle d'ailleurs. Il y a une entité qui est là pour aider le gouvernement à prendre les bonnes décisions. Mais quand on voit la réalité après sur le terrain des choses qu'on lance, alors je ne vais pas remonter dans le temps avec le bateau hydrogène de Ségolène Royal à La Rochelle, quoi, avec une pile à combustible et tout ça, qui a coûté je sais pas combien de millions, le truc, bon. Et on aura toujours des choses comme ça, et tous les jours, il en sort des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'il faudra... Dans la distribution d'argent public, dans la recherche, il y a toujours une partie, on va dire, c'est comme l'hydrogène, il y en a une partie qui s'évore sur les effets d'opportunité. C'est quasiment impossible à éviter. Ce qui compte, c'est qu'il y en ait une majorité qui aille sur un usage efficace. Mais enfin aujourd'hui, la recherche publique, elle a beaucoup moins de moyens que ce qui est donné par le crédit impôt recherche. Et les entreprises ont bien su comment mobiliser les milliards d'euros du crédit impôt recherche. Est-ce que c'est le Conseil national de l'hydrogène que tu évoquais? Oui, c'est ça, voilà, Conseil national de l'hydrogène. Merci, Nico. Alors, juste deux choses. Si alors, qui parle? Parce qu'il y a plusieurs personnes. Nicolas. D'accord. Une première chose, en fait, je rebondis sur ce qui vient d'être dit pour avoir lu donc le premier rapport donc de ce fameux Conseil national de l'hydrogène, Théodule ou pas, je ne sais pas, mais en fait, ils ont 3 axes. Et en fait, sur le plan national, au niveau de la France, le premier axe, c'est la décarbonation de la production d'hydrogène pour l'industrie. Donc, ce qu'on a vu sur une des slides, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'hydrogène est utilisé donc dans la pétrochimie, pour l'ammoniac, etc. Et je crois que c'est 3% des émissions de CO2 au niveau national. Donc ça, c'est leur axe principal. L'ordre de grandeur, il est bon là. Voilà, donc ça c'est l'axe principal. La mobilité, ça vient qu'en deuxième. Donc voilà. Et la deuxième chose, j'avais une question. Donc c'était sur, je l'avais posé en chat, mais enfin bon, c'est compliqué à gérer dans le suivi. C'était sur le projet européen. Ils appellent ça Backbone, donc de colonne vertébrale en fait de distribution d'hydrogène. Donc ce serait d'utiliser le réseau existant donc de distribution de gaz naturel parce qu'en fait il y a plusieurs choses. Il y a mixer à un certain pourcentage d'hydrogène au gaz naturel, ça peut se faire a priori. Mais je l'ai évoqué là. Ouais, tout à fait. Mais il y a aussi donc ce projet Backbone qui serait là, alors a priori donc utilisé, sachant que le problème c'est que l'hydrogène est très volatile, mais utilisé. Donc ils sont en train, je crois, d'analyser, de chercher le réseau européen qui pourrait, sans trop d'investissement, pouvoir distribuer de l'hydrogène à 100%. Je sais pas si voilà, on n'en a pas parlé. En fait, ça, ce sera pas des réseaux aussi denses que les réseaux de distribution d'hydrocarbures. Ça, il faut pas rêver. On n'aura pas autant de stations à hydrogène qu'on a de stations de carburant. Et c'est beaucoup plus délicat à mettre en œuvre, ça coûte beaucoup plus cher et tout. Ce sera des réseaux spécifiques dédiés à des échanges de très gros utilisateurs. Mais ça, il faut pas rêver. On n'aura pas une densité pour l'hydrogène, pour la distribution d'hydrogène adaptée aux voitures, comme on a une densité de distribution d'hydrocarbures. Ça marchera pas, ça. Je vois que le micro de Pierre Pitot est ouvert. Peut-être Pierre a-t-il une question? J'ai effectivement, on fabrique du biométhane, mais on peut peut-être fabriquer aussi du biohydrogène, parce que j'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être une bactérie qu'on pourrait domestiquer pour produire de l'hydrogène. Est-ce que vous avez... Oui. Alors, bon, déjà, on peut faire de l'hydrogène avec de la biomasse. Je l'avais évoqué. On peut prendre, alors, des biomasses de première génération, c'était tout ce qu'on a fait pour les carburants, enfin, tout ce qu'on a utilisé pour faire des biocarburants, on peut aussi l'utiliser pour faire du biohydrogène. J'aime pas trop le terme bio, parce que quand je vois que les champs sur lesquels on plante les choses, ils sont pas traités bio du tout. Donc, je préférerais qu'on dise de l'hydrogène qui est fait avec
des matériaux renouvelables, de l'hydrogène renouvelable plus que de biohydrogène. Je pense que ce serait plus rigoureux comme définition. Donc Oui. là, oui, on peut faire ça avec, il n'y a pas de problème, hein, il y a des procédés pour faire ça, qui ont des rendements qui sont pas si mauvais que ça, mais enfin, on retrouve les rendements qu'on a, de toute façon, quand on craque du méthane, hein, si on prend un gaz, un biogaz, on va retrouver des choses comme ça. Donc ça c'est tout à fait jouable, hein. Après, j'ai perdu le fil de ma pensée. Qu'est-ce que c'était sur le reste? Ah ben la question. Mais on peut domestiquer des bactéries pour. Ah oui, voilà. Alors oui, après c'est de deuxième, troisième génération. Oui, il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux avec des algues, des micro-algues. Il y a aussi beaucoup de travaux pour faire des carburants à partir de ça. Et on sait qu'après, quand on aura des carburants, on peut aussi faire de l'hydrogène avec des carburants, puisque c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc là, oui, il y a beaucoup de travaux en cours. J'en ai pas vu beaucoup où on a vraiment un recul industriel avec le rendement, avec les émissions de CO2 et tout ça. Mais c'est vrai. En particulier, on pourrait passer aussi du CO2, hein, on pourrait passer du CO2 dans des tubes et avec le soleil et des microalgues, etc. Enfin, il y a des travaux qui sont en cours dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'on a du mal à y voir clair sur quels seront vraiment les rendements. Merci. Y a-t-il une autre question ou est-ce que nous en restons là pour ce soir? Je ne vois pas de micro qui s'ouvre. Donc, Dominique, d'abord, je vais te remercier beaucoup pour cette nouvelle conférence que tu as préparée en moins d'un mois, puisque c'est une demande que nous avons exprimée vers la mi-avril presque, enfin, en gros un mois. Et j'imagine le travail que ça a pu représenter, d'aller chercher toutes ces infos, de les mettre en forme, d'en faire le tri, etc., etc. Donc, je te remercie de nous donner une info qui partait de la base, vraiment, parce que ça, c'était notre demande initiale et qui permettait, et qui va peut-être nous permettre de mieux comprendre un peu ce qu'on lit dans le journal, que ce soit sur un plan politique ou sur un plan technique. Je voudrais rappeler à tout le monde que la conférence de ce soir sera à nouveau visible dans quelques jours, on va dire en début de semaine prochaine, sur le site de l'Université populaire du Niortais, et que si vous avez envie de la conseiller à quelqu'un d'autre qui n'était pas là ce soir, vous pouvez, je parle aux différents participants, vous pouvez leur dire qu'ils pourront la consulter ou leur transmettre le lien, tout simplement. La conférence de ce soir, c'était la dernière de la saison pour l'UPN. Cette 5e saison de l'Université populaire était un peu particulière. Elle a commencé en septembre, on a pu faire 2 réunions en présentiel et après, comme tout le monde, ça s'est arrêté. Mais par contre, on est très content d'avoir pu redémarrer et ça, en partie, grâce à Dominique, qui a été un intervenant régulier et fiable pour nous sur cette année 2021. Moi, à part vous dire à l'année prochaine, remercier encore Dominique. Christian, est-ce qu'il y a quelque chose? On se retrouve en septembre. L'année prochaine commence en septembre. Voilà. Pour nous, l'année prochaine, c'est septembre 2021. Et puis là, on est en train de vous préparer un programme. Et on espère bien que cette fois-ci, on va pouvoir vous voir, vous serrer la main, vous prendre dans nos bras, vous faire la bise et vous payer un coup à boire surtout. Moi, j'en ai terminé. Dominique, tu… Non, merci d'être venu ce soir et puis j'espère que vous avez appris des choses et puis c'est ça qui est le plus important et puis que quand vous lirez un journal, peut-être vous aurez un regard un peu plus critique par rapport à ce que vous lirez. Le meilleur indicateur, Dominique, c'est qu'on était… alors oui, il faut éliminer de la série des gens présents, mais on avait à peu près… on était sur 38 personnes et on était 36 ou 37 à la fin de ta conférence. Donc ça, c'est un indicateur très fiable sur l'intérêt de la conférence et sur les informations que les gens ont pu y trouver. À moins que ce soit qu'ils soient allés se coucher sans fermer l'ordinateur.
Alors, on va le voir assez vite. Hein, là. Mais non. Non. Bon, mais Merci, Dominique. bonne nuit à tout le monde. Je souhaite pas une bonne fin de soirée, mais une bonne fin de semaine, un bon mercredi à tout le monde. On essaiera d'en croiser quelques-uns sur les terrasses, j'espère. Merci. Au revoir. Au revoir.